Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre émission favorite Parlons laïcité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 juin 2025 et nous allons enregistrer cette émission une nouvelle fois dans les locaux de la MJC Simone Signoret que nous remercions encore pour leur mise à disposition. Eh bien, figurez-vous que nous sommes à la 41e émission, 41, que nous allons enregistrer ce soir. Et il s'est passé quelque chose il y a quelques jours. Et je vais laisser tout de suite la parole à Sébastien Joël, qui est notre producteur, réalisateur de l'émission, pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé sur Internet par rapport à cette émission. Sébastien. Bonjour à tous et bonjour Jérémy. Effectivement, on a fait renaître l'émission en la mettant sur l'ensemble des plateformes de podcast, donc évidemment les plus connues, Apple Podcast, Spotify, Deezer. On est également sur Prime Podcast. YouTube, il y a 1 an et demi, a sorti un département podcast sur lequel on s'est installé. Du coup, nos émissions étaient en doublon. J'ai effacé l'intégralité des éléments que nous avions sur YouTube et c'est généré aujourd'hui par un flux RSS et donc nos émissions arrivent en temps réel quand elles sont mises en ligne sur l'ensemble des plateformes. Et puis surtout, je voulais mettre, puisqu'on en parle dans cette émission, la grosse nouveauté qui est quand même pas négligeable, c'est qu'on a un site qui est complètement dédié à l'émission sur notre hébergeur qui est Podcastix. Vous tapez par exemple Parlons laïcité et Podcastix et sur ce site précisément, vous allez pouvoir découvrir toutes les caricatures, tous les dessins de Jean Cry. Et donc, si vous êtes sur une autre plateforme, on vous a mis le lien qui vous permet à chaque fois de découvrir l'ensemble des dessins dont nous parlons ici. Voilà la grosse nouveauté concernant l'émission Parlons laïcité, Jérémy. Eh bien, écoute, merci beaucoup Sébastien, parce qu'on sait que c'était un gros travail que tu as fait. Et merci à toi pour tout ça. Et je sais que maintenant, l'écoute augmente sensiblement et tout le monde peut en profiter en France. Et on a même appris que dans le monde entier, on nous écoute maintenant, puisque au moins dans 2 autres pays, on a eu quelques écoutes. Donc, c'est super. Et aujourd'hui, on va parler aujourd'hui, le thème de l'émission, ça va être laïcité et service national universel. Et pour cela, on va avoir notre invité, Raphaël Sierra. Bonjour Raphaël. Bonjour Jérémy. Parce que Raphaël, c'est un agent du service national universel. Il va nous dire tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? Pour animer tout cela, nous aurons notre magnifique Alain. Bonjour Alain. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, qui est prêt pour l'interview de la première heure, puisque la deuxième heure, comme à l'accoutumée, sera réservée aux questions-réponses du public qui est là et en folie. Et puis, nous aurons, comme à l'accoutumée, un dessinateur griffonneur extraordinaire, magique, mémorable, divin, que dis-je. Nous avons notre fameux Jean Cry. Bonjour Jean Cry. Bonjour. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Bonjour Raphaël. Bonjour Alain. Vous allez nous parler du SNU ? Exactement, le service national universel. Service national universel. Rien à voir avec le service national à l'ancienne. Moi j'ai participé, j'ai fait des trucs très bizarres, mais ça n'a plus rien à voir. Non, ça n'a plus rien à voir. Et quelle est votre légitimité à nous parler de ça ? Eh bien écoutez, c'est assez particulier parce que avant de rentrer dans le service national universel, j'ai toujours été quelqu'un qui s'intéressait notamment à la vie civique et à l'aspect politique, l'engagement à l'école, membre du CVL, CVC, Conseil de vie collégienne et lycéenne. Et petit à petit, je me suis demandé quelle était ma place dans la société et j'ai rencontré le SNU. Le SNU, donc, c'est un projet qui est sorti en 2019 sous Emmanuel Macron. L'objectif de dispositif, si l'on peut dire, c'est de renforcer le lien entre les jeunes, les futurs citoyens, et qu'ils puissent réapprendre à s'engager dans la vie active. S'engager, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être effectivement s'engager à l'armée, mais s'engager chez les pompiers, les JSP, s'engager à la fois dans les sphères associatives, dans des sphères aussi écologiques. Voilà, c'est le fait de pouvoir, si je puis dire,
prendre les armes de la pensée et du civisme chez les jeunes, et pour qu'ils puissent justement réapprendre à ce qu'est l'autocritique, l'esprit critique, et puissent s'engager dans la vie active. Mais vous débarquez dans le dispositif ou ça fait déjà un certain temps que vous y êtes ? Moi, du coup, j'ai commencé il y a quelques années, donc il y a à peu près 2 ans. J'ai été tuteur volant du SNU. Donc un tuteur volant, qu'est-ce que c'est ? C'est un encadrant qui n'est ni tuteur, donc qui n'a pas une maisonnée attitrée. Il est dans une compagnie et il virevolte entre chaque maisonnée dès que un des tuteurs de garde, on va dire, est en congé. Donc qu'est-ce que c'est une maisonnée ? C'est simple. Une maisonnée, c'est constitué de 10 à 15 jeunes. Ces jeunes sont encadrés par un tuteur ou une tutrice. Ce tuteur et cette tutrice sont dans ce qu'on appelle une compagnie. Une compagnie, qu'est-ce que c'est ? C'est juste de vous dire que dans le SNU, on a ce qu'on appelle une cohorte. Donc admettons, on a 150 jeunes. Dans ces 150 jeunes, en plus de ces 150, on a aussi le pôle encadrement. Donc dedans, on aura par exemple un chef de centre. En l'occurrence, moi, j'ai tout le temps pratiquement une chef de centre. On a un chef de centre adjoint. Et ensuite, on a des cadres spécialisés, ils peuvent être des cadres de santé, une infirmière par exemple, une gestionnaire, une intendante. On a à la fois des cadres sportifs, ceux qui vont faire du lien sportif avec toutes les compagnies et toutes les maisonnées. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les cadres de compagnie. Et les cadres de compagnie, ce sont des personnes qui vont diriger donc une compagnie. Dans une compagnie, donc on a dit une cohorte de 150 personnes, on va dire donc 3 compagnies. Chaque compagnie correspond à 50 jeunes, compagnie A, B, C. Et dans cette compagnie, on va avoir par exemple plusieurs tuteurs qui vont gérer 10 à 15 jeunes maximum. 15 jeunes, c'est le maximum. Et donc, ces tuteurs sont chapeautés par un cadre de compagnie. C'est entre le cercle ésotérique et les scouts, j'ai du mal à vous situer. Eh bien, je dirais que l'apanage du SNU et notamment du pôle encadrant, on est très peu scouts. Il n'y a pas de sphère religieuse ou politique réelle à ce moment-là parce qu'on parle d'engagement. L'engagement, qu'est-ce que c'est ? Pour s'engager, pour que les jeunes apprennent l'esprit critique, admettons, et puissent s'engager dans la vie civile, il faut que le pôle encadrement soit neutre. Quand on est tuteur, cadre ou que sais-je encore d'autres dispositifs, de ce dispositif, ces personnes sont censées avoir ce qu'on appelle la neutralité. Et donc la neutralité, c'est pas d'avis politique, pas d'avis religieux, philosophique, notamment sur les jeunes. Mais vous venez d'où pour faire ça ? Moi, je viens de l'éducation à peu près populaire, l'éducation populaire, donc j'ai virevolté dans plusieurs associations. Ensuite, je me suis intéressé aux jeunes, donc je suis allé en tant qu'assistant d'éducation, donc avec l'éducation nationale. Un jour, j'ai entendu parler de ce dispositif qui est le SNU et je suis rentré dedans. Et vous avez eu une formation spécifique ? Je me suis auto-formé depuis beaucoup d'années, mais je n'ai pas de formation, par exemple le BAFA, le brevet d'aptitude, pour les animateurs par exemple. Je n'ai pas le BAFA, pas de BPGEPS et tout cela. Vous êtes donc quelqu'un de terrain ? Vous êtes plus tuteur ? Vous êtes quoi aujourd'hui ? Maintenant, je suis cadre de compagnie. Cadre de compagnie, donc vous encadrez 150 personnes ? J'encadre à peu près en moyenne 60 et quelques personnes, ce qui correspond à plusieurs maisonnées, donc plusieurs jeunes et leurs tuteurs. C'est quoi le projet du SNU ? Pour faire dans les grandes lignes, comme je vous l'ai dit, le projet du SNU, c'est quand Emmanuel Macron se présente dans son dispositif, il veut un service national d'1 mois qui se veut obligatoire. C'était déjà problématique à ce moment-là quand il se présentait pour la première présidentielle. Finalement, ça n'a pas tenu et durant la deuxième présidentielle, justement, sa volonté était toujours là et donc ça commence à naître en 2019. Le SNU, sa volonté, comme je l'ai dit, c'est rappeler l'engagement chez les jeunes, c'est de le faire ressortir chez eux. Parce qu'en ce moment, on peut savoir, est-ce que la jeunesse, par exemple, s'emploie dans la sphère associative ou pas ? Donc l'idée, c'est un peu qu'ils puissent avoir le déclic. Ce qui est intéressant, c'est plusieurs modèles. Par exemple, on a un rapport de l'INJEP. C'est quoi l'INJEP ? L'INJEP, c'est l'Institut national où travaille notamment, c'est le service de Gabriel Attal qui le faisait. Donc c'est des rapports sur, dites-vous, de l'État, sur des dispositifs qu'ils mettent en place. Voilà. Il y a eu le premier SNU qui s'est passé, qui a représenté à peu près 2000 jeunes, des volontaires. Parmi ces 2000 jeunes, ils ont passé 2 semaines ensemble, et à la fin, l'INJEP donc, a fait un rapport, a fait beaucoup de témoignages individuels pour savoir quels ont été leurs ressentis après ce premier SNU. Et parmi les 2000 jeunes, 94% des jeunes sont ressortis favorables au SNU. Ils ont dit que c'était une expérience remarquable, ou comme dirait, pour mentionner Gabriel Attal, il disait exceptionnel. Au-delà de ça, ils ont vécu le SNU comme un moment très fort de cohésion, parce qu'on avait, pour vous dire, le SNU, c'est 4 ministères.
le ministère de l'égalité des chances, le ministère des armées, le ministère de l'éducation nationale et le ministère d'outre-mer. L'idée, c'était de faire en sorte que n'importe où, et pas que sur la métropole, que dans les DROMCOM aussi, on puisse lier les futurs citoyens de la République ensemble et qu'ils puissent faire des activités et apprennent le vivre ensemble, ou ce que je mentionne, la concorde universelle. Donc si je résume, 2000 jeunes par session, 2 semaines. Alors ça c'était le premier, D'accord. 94% de charges positives à la fin, à contester dans le sens où parmi les 2000 jeunes, on avait quand même 30% de jeunes qui viennent de familles de militaires. Donc effectivement, il y a aussi eu cette problématique avec le service national universel, c'est que ça attire pas mal de personnes, ça attire pas mal de jeunes, mais notamment des jeunes qui viennent de familles soit de police, soit de gendarmerie, en tout cas avec un pendant pour ce qu'on appelle la sphère d'autorité que représente le ministère de l'Intérieur par exemple et tout cela. C'est toujours à contextualiser. Maintenant les séances du SNU c'est beaucoup moindre, par cohorte par exemple là, dans quelques semaines je vais faire un SNU, je crois qu'on est 170. Mais il y en a 170 dans la Haute-Savoie, un qui sera dans le Rhône, un qui sera un peu partout, ce qui correspond à peut-être un peu plus de, je ne sais pas, de 10 000 ou 15 000 personnes. Mais on n'apprend pas à tirer au fusil. Non, le SNU, ça n'a rien à voir avec l'armée. On n'est pas sous Chirac qui disait qu'il voulait un service national et qui a arrêté en 2001. C'est plus particulier. Il y a eu des dérives au SNU, il s'est passé des dérives. Il y a des gendarmes qui ont appris à des jeunes à tirer. Il y a eu des punitions, c'est même pas des sanctions, des punitions où des jeunes effectivement coupaient de l'herbe avec un ciseau. Ces choses-là, et voire même à apprendre à se battre avec une matraque. Ça s'est passé un peu partout. Disons que je pense que comme dans tout dispositif, il y a ces problématiques. Là, la problématique, je pense que c'est anecdotique et on n'apprend pas du tout à tirer. L'idée, c'est de s'engager sur des sphères environnementales. Donc, par exemple, apprendre les fresques du climat, de la biodiversité. Ça peut être aussi, forcément, donc, vu qu'il y a plusieurs ministères, notamment aussi celui de l'armée, donc on a des militaires qui viennent parler un peu de leur métier. Ce qui est très intéressant, par exemple, il y a un jeu avec l'armée, c'est une sorte de risque où on a le territoire de la France et on a plus ou moins des pions de l'armée française et des pions d'armée ennemie par exemple, et c'est un petit jeu de plateau qui est assez compréhensif et qui permet de comprendre comment ça se passe en fait. Est-ce qu'on peut faire la guerre comme ça à des forces étrangères qui seraient hostiles à notre pays ou pas ? Bah non, en fait c'est du dialogue, c'est de la compréhension, dialoguer entre les divers services de l'État. On n'apprend pas à tirer, on apprend peut-être à bouger sur un jeu de figurines. J'arrive toujours pas à situer vraiment. Là, le coût du risque, comment dirais-je, ça fait centre aéré. Dites-vous que dans tous les cas, le SNU c'est comme un ACM. L'ACM, qu'est-ce que c'est ? C'est un accueil collectif de mineurs. Donc c'est assez particulier. C'est pour les mineurs donc. Alors c'est pour les mineurs. Le SNU c'est des jeunes de 15 à 17 ans. Normalement il n'y a pas de 18 ans et il n'y a pas de 14 ans. D'accord ? Donc de 15 à 17 ans le SNU. Ce qui est intéressant de se dire c'est que durant cette période-là, on est donc dans ce qu'on appelle un ACM, comme je l'ai dit, un accueil collectif de mineurs, et donc il y a une légifération qui est comme alors pas comme les centres aérés, mais les colonies de vacances. Voilà. Donc vous avez pratiquement tout ce qui encadre les colonies de vacances, à Cyprès, qui a le règlement intérieur du SNU qui est un peu différent, parce que de fait il y a 4 ministères dessus, c'est pas le même dispositif, là c'est tenu par l'État et tout cela. Centre aéré ou colonie de vacances, la différence avec le SNU, elle est plutôt simple, c'est sur le pôle encadrant déjà. Dans cela, vous aurez des animateurs. Donc les animateurs, ça anime des choses. Ça fait des petits jeux, ça vous tend la main et ça fait de la randonnée. Le SNU, il y a quand même ce portrait de tutorat où on va avoir un tuteur de maisonnée qui va devoir créer au sein de sa maisonnée, donc de 10 à 15 jeunes, une identité. Donc dans cette identité, ça peut être, je vais vous donner une petite anecdote rapide, mais ça peut être, j'ai eu une maisonnée où on était très compact. On était ensemble et l'idée, c'est que cette maisonnée puisse vivre sans le tuteur. Elle puisse s'autogérer. Ça, c'est ma mission en tant que tuteur. Et donc, elle s'est fait appeler, donc ils ont choisi le mot Livermore. C'est une ampoule qui ne s'est pas éteinte depuis 120 ans. Alors c'est très intéressant de savoir pourquoi ils ont choisi ce nom, mais parce qu'en fait on était tellement soudés qu'ils se sont dit que ce qui était, on ne pouvait pas nous éteindre de l'extérieur, on devait rester ensemble, cependant on devait aussi accepter les autres. Et on a une ampoule. C'est un circuit. Et donc, de fait, on était dans une maisonnée dans une compagnie, dans cette cohorte, on créait du lien avec tout le monde.
d'activités. On avait un cri de ralliement aussi, ce qui est intéressant, de faire du jeu avec des cris de ralliement entre maisonnées et dans diverses compagnies. Je dirais que non, du coup, il n'y a pas de rapport concret avec un centre aéré, parce que le centre aéré, en plus, c'est des données précises, on n'y dort pas. Mais il y a des valeurs donc, qui structurent. Bien sûr. Si vous voulez connaître les valeurs du SNU, disons que les grandes valeurs, c'est la liberté de conscience, notamment l'égalité. C'est le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, par exemple. Il y a eu une problématique au SNU il y a quelques années qui s'est posée et qui se pose encore actuellement. Ça a été notamment l'obligation du SNU dans certains départements, pour des départements tests, parce que l'obligation, quand on sait qu'en 2021, donc on a le SNU qui veulent 30 000 personnes, la Covid, ça ne marche pas. Donc on attend 2022 pour que là, à ce moment-là, il y ait 50 000 personnes. On attend 50 000 personnes. Ce n'est pas encore obligatoire. Et là, à coup du sort, on n'a que 30 000 personnes. Donc de fait, on voit que si on rendrait quelque chose d'obligatoire alors qu'on n'a jamais atteint les chiffres dits de l'État, ça ne rimera jamais à rien. Et donc, de fait, le rendre obligatoire serait néfaste. Cependant, pourquoi j'en parle ? Parce que le triptyque républicain dit liberté, égalité, fraternité. Or, si vous mettez sur un département une obligation du SNU et sur un autre non, on a une problématique. Quelle est l'égalité des jeunes face au SNU ? Est-ce que les jeunes des Dromcom auront accès au SNU à ce moment-là ? Est-ce que les jeunes qui viennent de banlieue ou même de zones de ruralité auront accès à cela ? Et donc on voit qu'il y a une dépêche et une problématique d'égalité. Donc de fait, on n'a pas les mêmes droits, pas de la même liberté face au dispositif. Donc je pense qu'il n'y aura pratiquement jamais d'obligation sur des points clés. Mais si ça devrait être généralisé, c'est le seul moyen. Alors, il n'y a pas d'obligation, il y a des valeurs, un projet social ? Comment le dire ? Le projet social, oui, je dirais que c'est de favoriser la cohésion. C'est la solidarité et l'engagement citoyen, comme je l'ai dit. Donc, c'est ce que moi j'appelle la concorde universelle, à la place du vivre ensemble. Pour la définir plus exactement, c'est que quand on vit ensemble, on s'en fiche un peu de tout le monde. On vit ensemble, je peux vivre avec quelqu'un, mais je ne m'en soucie pas vraiment. Et je pense que l'objectif du SNU, c'est de se soucier des gens qui habitent avec nous, qui vivent à côté de chez nous, qui vivent même peut-être à l'étranger. Le fait, c'est de développer un esprit citoyen et peut-être même au-delà d'être citoyen français, un citoyen du monde. Donc c'est je pense, favoriser qu'on puisse vivre avec les gens et développer une vision commune de la cité et pouvoir réussir à dialoguer entre nous. Les jeunes sont choisis sur un quartier, sur une ville, un département. Comment ça s'organise un peu ? Eh bien, pour vous dire comment ça s'organise, les jeunes ne sont pas choisis sur un quartier prédéfini. Les jeunes s'inscrivent notamment par l'école, majoritairement, parce que comme je vous rappelle, il y avait 4 ministères, dont le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, de fait, on a des jeunes qui s'appelaient les volontaires. Alors, les volontaires, c'était hors les vacances scolaires. Et donc, eux, ils étaient volontaires, ils partaient au SNU. Et on a ce qu'on appelle les classes volontaires, qui est un peu différent. Et là, c'était pendant l'école aussi. Mais à ce que les jeunes, par exemple, puissent aller en classe engagée. Je crois que c'est ça le dispositif, c'est classe engagée. Donc ils s'inscrivaient, donc ils pouvaient venir de cités un peu partout. Et le but, c'est de les référencer au niveau de l'État et de voir quelle est la place, dans quel dispositif on peut le mettre, où est-ce qu'ils vont partir. Donc pour vous dire, il y a des centres qui se sont passés à Provins, mais il y en a aussi dans le Rhône, en Haute-Savoie, dans la Loire. Voilà, il y a plusieurs centres un peu partout. Et je crois que les centres sont toujours l'État recherche toujours des centres pour pouvoir accueillir ces jeunes, parce que c'est pas rien, mais accueillir 150 personnes, il faut les nourrir, les loger, et leur donner du moins tout le dispositif et le matériel. Donc il faut trouver des centres qui sont capables de gérer cette donc un jeune de la région parisienne peut se retrouver dans le Rhône. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, en plus, c'est ce qui leur permet de sortir du territoire, de voir autre chose. Je m'en rappelle qu'on était il n'y a pas si longtemps, j'étais en Haute-Savoie. Je crois que c'était 1200 mètres d'altitude. À ce moment-là, on avait des jeunes de Paris. Et ils n'avaient jamais vu la Haute-Savoie, encore moins à 1200 mètres d'altitude. Ils ont pu voir la neige est tombée sur le centre. On a fait de la Via Ferrata, ils ont fait de l'escalade sur des montagnes. Voilà, c'est des enjeux que les jeunes ne sont pas du tout habitués à voir dans leur courant. Et là, pour le coup, le SNU leur a permis de toucher des activités pluridisciplinaires, si je puis dire. Vous avez une idée du budget national ? Le budget national dit que, le rapport de la Cour des comptes, et pas que lui d'ailleurs, c'est ce que il dit que c'est à peu près le SNU par an, ça devrait coûter 1,9 milliard à peu près. Mais je n'ai
plus les chiffres de la Cour des comptes, ce qui fait que c'était, je crois, un tout petit peu plus cher. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une problématique au sein du SNU l'année dernière. Et cette année, ça se pose encore. Hein. Voilà, est-ce que le SNU coûte trop cher ? Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs aussi à mettre en place avec le SNU ? Comment on finance le SNU ? Voilà, c'est plein de questions qui, pour le coup... ne sont pas résolues. Je pense qu'elles ne sont pas encore résolues. Parce que ça pose plein de problématiques, et notamment la crise en France fait que on recherche beaucoup de sous, les départements, on prend beaucoup d'associations, enfin beaucoup d'argent aussi à des associations, des subventions et tout cela. Et donc ça se voit que l'État cherche à faire des économies là où il faut. Et on pourrait se poser la question de se dire mais le SNU, on n'en a pas besoin. 1,9 milliard. On peut réutiliser ça et on n'aurait pas besoin de taxer et de récupérer de l'argent d'associations. Mais la problématique, c'est que aussi le SNU, ça permet, que j'appelle la concorde, mais en tout cas le vivre ensemble plus généralement, c'est ce qui permet aussi l'engagement citoyen. Et actuellement, il n'y a pas beaucoup de dispositifs qui permettent cela. Revenons un peu sur votre parcours. Vous étiez tuteur. Comment vous êtes arrivé tuteur ? On m'a appelé un beau matin, enfin non, c'était un soir à 23h. On m'a demandé si je voulais être tuteur volant. Alors, il y avait encore de la place, j'ai dit oui. Vous aviez des ailes ? Être un tuteur volant, on pourrait avoir des bottes ailées, si je puis dire, les bottes d'Hermès. Mais dites-vous que, en tant que tuteur volant, vous êtes amené à constamment bouger. Vous n'avez pratiquement pas de repos. Vous bougez entre toutes les maisonnées. En tant que tuteur, parce que j'étais tuteur volant, l'expérience s'est bien passée. On m'a dit, écoutez, Raphaël, maintenant on veut vous reprendre, mais en tant que tuteur. Tuteur, qu'est-ce que c'est ? C'est pendant 2 semaines, je m'occupe de ma maisonnée. Donc là, je crée une identité avec ma maisonnée. 15 jeunes, c'est ça ? De 10 à 15 jeunes maximum. En tant que tuteur volant, vous ne pouvez pas créer de lien réel avec la maisonnée parce que vous avez toutes les maisonnées pratiquement. Ce qui est plus complexe. C'est pas le même boulot, ça ne demande pas les mêmes qualités. Et petit à petit, en tant que tuteur, ensuite, je suis devenu cadre de compagnie. Et donc là, c'était plus particulier. En tant que cadre de compagnie, là, je gérais mes tuteurs qui géraient les volontaires. Vous parlez de boulot, ça veut dire que c'est rémunéré ? Ah oui, c'est rémunéré. Bien rémunéré ? Je pense que oui, c'est tout de même plutôt bien rémunéré. Cependant, je pense que travailler dans le social et en tant qu'animateur ou tuteur, c'est jamais bien rémunéré. Donc c'est mieux rémunéré que les animateurs de colonies de vacances, qui toucherait pour 2 semaines de vacances, allez, on va dire un gros chiffre, mais je crois qu'il est déjà gros, mais 600 €, mais je crois que c'est déjà gros. Alors qu'en tant que tuteur, alors ça peut varier en fonction du département, mais c'est une moyenne de 1600 à 1700 € brut pour 3 semaines de boulot, une première semaine d'intégration avec l'équipe, et les 2 autres semaines, c'est pour prendre en charge les jeunes. Vous prenez en charge les jeunes, ça veut dire quoi ? Le centre va prendre en charge les jeunes, donc va leur fournir de quoi manger, le matin, le midi, le goûter, le dîner. Des temps de repos, un endroit où dormir. Et bien sûr, comme c'est un ACM, les jeunes n'ont pas le droit de sortir comme ils le veulent. Tout est réglementé parce qu'on est dans un accueil collectif de mineurs. C'est pas non plus comme... Enfin, ça peut être un internat. Il y a aussi une sorte d'internat, ça se peut. Mais les jeunes ne peuvent pas sortir comme ils le veulent. Ils n'ont pas de permission ou quoi que ce soit. Non, c'est pendant 2 semaines, s'ils ont pris le SNU, c'est que pendant 2 semaines, ils doivent être avec leurs jeunes, avec les autres jeunes, et encadrés par les tuteurs. Donc vous êtes intendant, cuisinier ? Moi, en tant que cadre, je ne fais rien de tout ça parce qu'on a déjà une intendante. Donc ça, c'est une cadre spécialisée intendance. Il y a un cadre spécialisé infirmier, par exemple, et de ça. Moi, je suis cadre de compagnie. Mon rôle, c'est simple. Le bon maintien de la politique du SNU. Donc, par exemple, le SNU que je fais, notamment avec ma chef de centre, elle est très axée sur l'écologie et sur l'engagement citoyen des jeunes sur l'écologie. Donc par exemple, on avait déjà fait des activités comme les marches vertes, où on est allé dans les villes, aux alentours, à une quinzaine, à une cinquantaine, et on a nettoyé la ville, gratuitement, mais pour apprendre aux jeunes aussi à comment on fait pour respecter son environnement. Et ils ont adoré l'expérience. Pourquoi ? Parce que on était en Haute-Savoie, il y a une grande Annecy, voilà, à Annecy. À Annecy, on nous a salués. Pas mal de gens nous ont salués, ont félicité le travail que faisaient les jeunes, parce que c'est les jeunes qui s'engageaient. Et c'est rare de voir cela. Surtout que la différence avec les jeunes et le SNU, c'est aussi que les SNU, on a un uniforme. Donc de fait, on a une petite casquette quand il fait chaud, on a un pantalon bleu marine, on a un petit haut ou un t-shirt ou un polo blanc, ça dépend du moment et de la tenue solennelle. Et donc ça crée aussi une expérience commune, on se rallie à un groupe et on fait en sorte que la vie pour tout le monde, au-delà de notre groupe, parce que quand on va dans la ville, on n'est pas que avec le SNU, on puisse se faire marquer des autres et qu'on puisse se dire on a un aspect et on a un impact au niveau de la citoyenneté. À notre échelle, une 50aine d'individus, on vient nettoyer une ville, 3 quartiers de la ville, et les gens nous ont félicités. Est-ce que cette richesse
Est-ce que ce remerciement, il est aussi, enfin, vous allez me dire, c'est peut-être un peu neuneux, mais est-ce qu'il est aussi bien payé que donner 10 € à un jeune pour le faire ? J'entends que la chef de centre est passionnée par l'écologie, donc on fait de l'écologie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de programme national ? Eh bien, si. En fait, on doit suivre un programme, mais dedans, il y a aussi l'écologie. Parce que comme vous le savez, c'est 4 ministères, et donc ces 4 ministères, ils veulent tous un peu de se faire entendre. Donc vu qu'il y a aussi le ministère des Outre-mer, forcément, on va parler des Outre-mer, on va parler des différentes cultures sur le territoire, l'égalité des chances, on va parler aussi de l'écologie, parce que l'écologie, ça concerne tout le monde, c'est un impact citoyen et humain, ça concerne pas que le français, ça concerne aussi les centrales à charbon en Allemagne. Mais soit. Ce que je veux dire par là, c'est que cet aspect-là, il est au-delà d'être territorial, il est même mondial sur l'écologie. Donc quand on a un aspect écologique, c'est qu'on suit aussi la ligne française sur peut-être le nucléaire et sur le traitement de déchets, sur la pollution sonore, visuelle et même environnementale, les cours d'eau et tout cela. Mais bien sûr, on a aussi l'armée qui vient. Donc dans la politique du SNU, il y a aussi à prendre l'engagement, donc on doit recevoir l'armée. L'armée ont plein de petites activités et des jeux pour montrer aux jeunes qu'est-ce que l'armée, tout cela. La police vient, les sapeurs-pompiers viennent aussi. Et on a aussi d'autres intervenants extérieurs, des associations, sur notamment l'égalité des sexes, plusieurs rubriques. Je reviens sur la notion de tuteur. Vous vous occupez des jeunes dans les 2 semaines. 2 semaines, exactement. Les 2 semaines dernières, enfin les 2 dernières semaines. Exactement. Ça veut dire quoi, s'occuper des jeunes ? S'occuper des jeunes, c'est veiller à ce que... Individuel ou collectif ? Alors, ou les deux ? C'est les deux. C'est-à-dire, en tant que tuteur, je gère, admettons, 15 jeunes maximum. Et parmi ces 15 jeunes, je dois veiller à ce que chacun se lève et puisse déjà commencer le petit déjeuner. C'est leur responsabiliser sur les horaires, leur dire qu'à certaines heures, il faut venir, il faut être habillé. Et donc, c'est veiller à ce que chaque jeune soit conforme à la compagnie. La compagnie, par exemple, on avait une compagnie et notre mot d'ordre de la compagnie, c'était respect d'autrui et persévérance. Eh bien, respect d'autrui et persévérance, comment ça se joue ? Ça se joue à ce que chacun qui s'habille, si on s'habille mal, qu'on est différent sur son uniforme par exemple, parce qu'on décide de non, cette fois je vais pas mettre l'uniforme, mais je vais mettre un t-shirt comme on veut, de fait les jeunes ils ne jouent pas le jeu, et donc le tuteur, quand il réunit tous ces jeunes, il voit qu'il y a des jeunes qui n'ont pas joué le jeu, et même ces jeunes là ils se sentent un peu exclus aussi. Ça peut être plus ou moins une problématique. L'exclusion, c'est toujours une problématique, ça, clairement, mais quand je dis que ça peut être plus ou moins une problématique, c'est que comment ça se fait que les jeunes n'ont pas joué le jeu ? Eh bien, c'est possible parce que le tuteur a mal fait son tutorat. Et cela, on se pose souvent très peu cette question, notamment dans les sphères de l'éducation, où on se dit que c'est souvent le jeune fautif, mais peut-être qu'il a mal reçu les instructions. Peut-être qu'il n'a pas compris pourquoi l'uniforme est important, et peut-être qu'il n'a pas compris que se lever à cette heure-là, ne pas chamailler à minuit, parce qu'au SNU, il faut le savoir aussi, c'est une activité sportive constante. Tous les jours, on a un peu de sport. On va faire de la via ferrata, on va grimper des montagnes, on peut faire de l'acrobranche, on peut faire beaucoup d'activités, souvent sportives, et on fait aussi des cours. Et donc, quand on a un jeune qui fait la Java jusqu'à 23h minuit, alors que dans son dortoir, il y a d'autres jeunes qui dorment, et là, on a un problème de respect mutuel. Comment on peut se sentir frère en République, liberté, égalité, fraternité, quand on sait très bien que les autres ne respectent jamais le jeu. Le rôle d'un tuteur, c'est de faire en sorte que les jeunes, tout bêtement, puissent se lever et puissent s'épanouir dans ces 2 semaines. Comment le SNU peut être un vecteur de laïcité, pour revenir au thème de l'émission quand même ? Bien sûr. Le vecteur de laïcité, il se fait sous plusieurs modèles. Déjà, il faudrait comprendre qu'est-ce que c'est la laïcité. Et il y a très peu de gens qui le comprennent souvent. C'est un principe aussi juridique, avec sa valeur qui est la liberté de conscience. Le SNU favorise l'esprit critique des individus. C'est-à-dire que au sein du SNU, on a des jeunes qui puissent se révolter. Tuteur, mais alors, normalement, on se fait pas appeler tuteur, mais admettons, la personne s'appellera tuteur. Mais tuteur, pourquoi on fait ça ? Ça n'a aucun sens, pourquoi on ne fait pas cela ? Eh bien, quand cela arrive, c'est que le tuteur a bien fait son travail. Parce que les jeunes peuvent remettre aussi en question l'encadrement. Et c'est légitime, parce que ce sont des futurs citoyens. Le rôle du tuteur, c'est à la fois qu'ils s'épanouissent, mais qu'ils s'épanouissent dans la cité. Et dans la cité, un citoyen, c'est quelqu'un qui est capable de refuser ce qu'on lui dit de faire parce que ça n'a aucun sens. S'il y a un sens derrière tout cela, et s'il a compris ce sens, c'est là où on s'épanouit dans nos tâches individuelles. Donc je dirais que voici le premier aspect de la laïcité, c'est de pouvoir dire... d'ailleurs, c'est un peu ce que disait Louise Michel, une fameuse citation de Louise Michel sur les instituteurs à ce moment-là. Elle disait que le pouvoir des instituteurs, c'était de pouvoir donner les outils de révolte aux jeunes.
Je pense que c'est un peu le rôle aussi du tuteur et potentiellement du SNU, de toute personne de toute façon qui travaille avec les jeunes, c'est de pouvoir leur donner les outils de révolte auxquels ils n'ont pas souvent le droit et auxquels on leur dit non, c'est comme ça, tais-toi. Et donc je pense que voilà, c'est un des premiers vecteurs de laïcité, c'est l'esprit critique. Ce qui veut dire que les jeunes à qui on obligeait de couper l'herbe, de tondre la pelouse avec des ciseaux se sont révoltés ? Eh bien, figurez-vous que les jeunes à qui on a appris à se battre avec une matraque, par exemple, ou à tirer au pistolet, ils étaient plutôt contents. Celui-là que je vous ai donné comme anecdote, il n'était pas très content. Dites-vous qu'il y a, comme dans tout groupe humain, tout dispositif, des encadrants qui ne sont pas formés et qui font n'importe quoi. Ce qu'il faut faire, c'est recadrer le tir, c'est de dire que c'est le cas, c'est anecdotique, et qu'il y a eu des manquements à un certain moment, il y a eu des reproches qu'on peut faire au SNU passé. Maintenant, c'est à nous aussi de peut-être reconstruire ce SNU et de se dire que ça, c'est un manquement et qu'il ne faut pas faire cela. Justement, comme vous l'avez dit, couper de l'herbe, c'est une punition. Une punition, c'est ni queue ni tête. C'est je te punis, va au piquet. Mets un bonnet d'âne, par exemple. Mais une sanction, ça peut être positif ou négatif. Une sanction, quand on sanctionne quelqu'un, pour son comportement ou pour sa gestuelle ou quoi que ce soit, la sanction, elle est comprise normalement. La sanction, elle est plus ou moins... Elle est consentante, normalement. Et elle permet à ce que l'individu puisse se dire « j'ai été sanctionné et j'assume ma sanction parce que j'ai fait cela ». Par exemple, un jeune qui constamment arrive en retard et donc met en défaut le groupe parce que le tuteur, par exemple, il doit aller le chercher. Mais le tuteur, il doit s'occuper aussi de ces jeunes. Donc, il est obligé de dépêcher 2 jeunes pour aller chercher un jeune. Ce qui fait qu'il y a 3 personnes qui sont tout le temps en retard. Il y a un moment où le jeune, il faut lui faire comprendre que son engagement, parce que c'est aussi un engagement, le SNU, c'est s'engager dans un dispositif de 2 semaines déjà. Et 24 heures sur 24. Alors, ils ont des temps libres. Ça c'est sûr, le sommeil c'est aussi libre. Mais ils ont, ce que je veux dire par là, ils ont aussi des temps libres, mais ils s'engagent. Et donc s'engager, c'est aussi respecter les termes du contrat. C'est de se réveiller à 7 heures. La levée des couleurs, c'est quand on monte le drapeau, c'est chanter la Marseillaise. C'est des engagements citoyens. Celui qui ne respecte pas, ça se passe comment ? Eh bien, ça peut se passer sous plusieurs formes. Déjà, je pense que c'est un gros mot. Un beau gros mot d'ailleurs de dire respect. Qu'est-ce que c'est le respect ? Je pense que la personne qui ne respecte pas, selon moi, c'est quelqu'un qui n'a pas compris la valeur, qui n'a pas compris les valeurs du dispositif dans lequel il se joint. Par exemple, je respecte mes parents, d'accord. Je respecte les gens dans la rue, d'accord. Pourtant, c'est pas le même respect. Donc déjà, on voit qu'il y a 2 notions de respect différentes. Celle des parents, c'est l'autorité, c'est quelqu'un qui peut vous conseiller et qui est votre proche, alors qu'une personne dans la rue, c'est de la politesse. Au SNU, c'est aussi à peu près les mêmes choses. C'est qu'il y a plusieurs respects à avoir, mais le premier respect, c'est le respect de soi-même. Comme je vous l'ai dit, s'il ne respecte pas et qu'il ne vient pas à l'heure pour le rendez-vous, qu'il est en retard et que c'est souvent le cas, la sanction, ça pourrait être, d'accord, c'est toi qui vas réveiller tes camarades, admettons, c'est toi qui fais le réveil de tes camarades le matin pour qu'ils soient tous à l'heure. Et là, de fait, on a un jeune qui comprend la valeur de ce qu'il fait. Et je vous dis ça, pas ça pour rien. J'avais un jeune qui faisait le dawa, qui se couchait à ne pas d'heure. Petit à petit, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais j'ai trouvé l'idée, je vais lui donner comme responsabilité de faire le coucher des jeunes. Après cela, il allait dans les chambres, alors il faisait un peu le zouave, mais c'était beaucoup moindre qu'avant. Avant, il se couchait à minuit, maintenant il se couchait à 22h30 à peu près. Et il passait dans la chambre de ses potes et il disait au revoir. Avant, vu que c'était interdit, il outrepassait son droit et il allait dans une chambre de ses potes, il faisait le fou parce que justement, il y avait cette interdiction. Donc l'idée de responsabiliser le respect, c'est toutes ces notions-là qui sont jointes. Et je pense que le manque de respect, c'est quand même un beau gros mot et je pense que c'est le premier vecteur de ce manque de respect, c'est parce que le pôle encadrement n'a pas fait son travail. J'entends beaucoup de cadres, de règlements, de choses imposées. Mais où est l'esprit d'ouverture dans cette histoire ? Je vous dirais que l'esprit d'ouverture, il est multiple. Déjà, un enfant n'a pas le même rôle qu'un adulte. Donc, je vais vous parler de laïcité, vu que c'est le thème. Un adulte au SNU, il doit respecter sa neutralité, d'accord ? En tant qu'encadrant. Donc, je n'ai pas d'avis politique, philosophique et religieux à donner et à transmettre aux jeunes. Mais pas qu'aux jeunes, d'ailleurs, aussi à mes collègues. Mais ça, c'est une autre histoire. Les jeunes ont le droit de parler de politique, de religion, d'esprit critique et de philosophie au sein du SNU. Attention de ne pas faire de prosélytisme, parce que le prosélytisme, là, vu qu'on est dans une zone qui est particulière, on est pendant 2 semaines ensemble, le jeune ne peut pas dire « Ouais, mon Dieu, c'est le meilleur, viens dans ma religion, viens dans ma religion ». Bon, là, au bout d'un moment, ça devient abusif, parce que déjà, en plus, il gêne tout le monde. Il trouble un peu tout le monde. Mais cet esprit de liberté, il est que les jeunes peuvent négocier et transformer l'emploi du temps. C'est-à-dire que si l'emploi du temps est trop chargé, une fois par semaine, les jeunes se réunissent
enfin des représentants des jeunes se réunissent, donc ils auront élu des jeunes comme des sortes de délégués, comme à l'école. Et eux, leur boulot, c'est très simple, c'est de faire remonter à l'administration les problématiques. Il y a toujours des problématiques, ça serait un monde parfait il n'y aurait pas de problématiques. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on donne aux jeunes l'opportunité de dire non, là ça ne va pas, il faut changer cela. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, il y a quand même de l'encadrement parce que les jeunes sont quand même sous notre responsabilité. On ne peut pas leur laisser faire ce qu'ils veulent. Parce que s'il y en a un qui sort, il se fait renverser, bah la responsabilité à qui ? S'il y en a qui subissent, je ne sais pas, qui subissent une discrimination ou quoi que ce soit, la responsabilité est à qui ? Bah, elle est toujours au pôle encadrement. Donc de fait, il y aura toujours du cadre, et même dans votre vie personnelle, il y a toujours du cadre. Cela étant... Là, ils sont 2 semaines, entre guillemets, enfermés. Donc... Je reviens sur la laïcité. Les signes religieux, c'est autorisé. On a le droit de parler religion, mais si je veux mettre des croix, des étoiles, etc., etc. Au SNU, vu que c'est un ACM, normalement, les jeunes ont l'autorisation de porter des insignes religieux. ACM, c'est Accueil Collectif de Mineurs. Exactement. Donc on a des jeunes qui peuvent avoir un voile, une kippa, une croix, une passoire sur la tête. C'est mixte tout ça ? Oui, tout est mixte. Le SNU est mixte, sauf les dortoirs, bien sûr. Quand ils dorment, ce n'est pas mixte. Les garçons sont avec les garçons, les filles sont avec les filles. Et en fait, par étage. En règle générale, on les disperse par étage. Donc pour vous dire, donc, par rapport aux outils cultuels qu'ils vont employer, donc par exemple l'expression, donc vestimentaire, donc que ce soit un voile, une croix, une kippa et que sais-je encore. Sur l'uniforme, ça doit faire tâche. Eh bien justement, quand ils ont l'uniforme, pas le droit de l'avoir, parce que c'est uniformisé. Donc tout le monde est à la même enseigne. Aussi bien le pôle encadrement que le pôle des jeunes, à le savoir. Hein. Le tuteur et le cadre, comme la chef de centre, chaque jour, ils doivent avoir leur uniforme. Les jeunes, c'est pas forcément chaque jour. Ils ont des moments de détente parce qu'il n'y a pas assez d'affaires et sinon, enfin bref, il faut qu'ils nettoient leur matériel. Mais juste pour vous dire, donc effectivement, au SNU, on ne peut pas l'avoir parce que dans le règlement intérieur, il est stipulé que les jeunes ne doivent pas avoir de signes ostensibles et ostentatoires. Mais n'oublions pas que la laïcité, c'est aussi la liberté et que ces jeunes peuvent avoir un objet discret du culte, par exemple, sous leur chemise ou pas, mais ils ne doivent pas le montrer. En fait, ça représente un peu ce qui se passe à l'école. Mais la différence avec l'école, c'est que là, comme vous le savez, ils sont enfermés pendant 2 semaines. Alors, ils ne sont pas enfermés à clé, mais ils sont quand même enfermés. Donc, les jeunes peuvent demander, tout bêtement, des dispositifs pour leur foi. Parce que c'est ça aussi la laïcité. La laïcité permet, c'est l'État qui garantit le libre exercice des cultes. Bien sûr, du moment que ça respecte la loi. Donc, c'est-à-dire... plusieurs jeunes, par exemple, vont voir l'administration en disant « Bon, bah voilà, on aimerait avoir une salle de prière, parce que c'est notre culte, c'est notre religion. » Et bien là, l'État doit faire en sorte de mettre à disposition un lieu de culte pour ces jeunes. Alors attention, c'est particulier. C'est pas un lieu de culte où on va marquer « only musulman », « only chrétien ». Non. C'est un lieu de culte pluridisciplinaire, de discipline religieuse, où les jeunes vont pouvoir aller prier, mais à certains horaires. Par exemple, il n'y a pas de prière pendant l'activité du SNU. Donc l'activité du SNU, c'est de 7h jusqu'au soir. Il y a un temps de pause à peu près le midi, un temps de pause à peu près le matin et un temps de pause à peu près le soir. Ça diffère en fonction bien sûr du centre. Mais c'est toujours ça, il y a 3 temps de pause. Mais les temps libres, c'est le matin et le soir, où là, par exemple, s'ils veulent aller prier, la salle confessionnelle est ouverte à 6h du matin, par exemple. Les jeunes, c'est à eux d'y aller, de se responsabiliser. Mais ils doivent concevoir qu'après, s'ils sont fatigués, là, c'est pas du ressort de tout le monde. Et on a mis en place une salle cultuelle. Donc, la laïcité est garantie dans le SNU. Les intervenants extérieurs, ils sont soumis aussi à la laïcité ? Exactement. Ils sont soumis à la laïcité, voire, en fait, au-delà de dire ils sont soumis à la laïcité... Mais sont-ils prévenus ? Vous discutez avec eux avant ? Alors, normalement, quand ils viennent, ils savent pourquoi ils viennent. Et le souci de la loi, c'est que tout le monde la connaît. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc quand ils viennent, il n'y a pas forcément de discussion en disant « Oui, monsieur, n'oubliez pas la laïcité ». Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils doivent se soumettre à la neutralité. Ils travaillent avec des jeunes. Quand on travaille avec des jeunes, on ne peut pas se permettre de ne pas être d'un point de vue strictement neutre, parce que nos aspirations religieuses, politiques ou philosophiques n'ont rien à faire avec les jeunes. Les jeunes sont des esprits libres et en création, on ne peut pas leur imposer les querelles des hommes. C'est ce que disait Jean Zay d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que les intervenants extérieurs sont soumis ou pas ? Oui. Et une anecdote pour vous dire que ce n'est pas respecté. J'avais une gendarme
une gendarme qui était chrétienne, hein, vraisemblablement, vu ce qu'elle avait. Donc elle avait une petite croix et elle parlait, voilà, c'était une gendarme qui était plutôt haut placée en plus, hein, dans l'armée. Elle parlait, elle a fait des petites activités avec les jeunes et elle portait une croix. Je l'avais vue au loin, mais je pouvais pas m'en charger à ce moment-là. J'étais tuteur, j'étais pas cadre. Et même en tant que tuteur, j'aurais pu, mais bon, j'avais autre chose à faire. On va pour manger le midi, c'est la pause. Je la vois dans la queue. Je vais à côté d'eux, je commence à parler et je parle un peu de laïcité et du devoir de neutralité, mais sans la regarder. Que mon objectif, pour moi, c'est qu'elle retire sa croix. Mais si elle a une croix et qu'elle est avec des jeunes, eh bien, c'est qu'à mon avis, elle s'en fiche un peu et que soit elle s'en fiche, soit elle l'ignore. Et donc, rectification, je parlais dans cette queue avec un ami et je lui expliquais un peu les problèmes de neutralité de ça, à côté de la gendarme. Et la gendarme, d'un coup, je l'ai vue du coin de l'œil, elle a rangé sa croix pour la cacher. Donc comme quoi, finalement, c'est souvent une ignorance. Donc est-ce qu'ils sont instruits ou est-ce qu'ils sont sensibilisés à cela ? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, une fois que je l'ai mentionné, cette personne-là a caché son signe religieux, ce qui veut dire que forcément elle était au courant. Ce qui m'interpelle un peu, hein, c'est que vous n'osiez pas lui en parler directement. Alors je sais bien, il y avait un rapport hiérarchique, mais quand même, parler de laïcité, ça fait partie du jeu quand même. Et en parler directement, ça fait partie du jeu aussi. Quelqu'un qui est à côté de la plaque, il faut lui dire. Comme dit la fameuse phrase, il faut le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. C'est que l'idéal, effectivement, tout le monde connaît la laïcité et de pouvoir en parler calmement. Mais la réalité du terrain, c'est que quand vous apportez des savoirs à des gens, ces gens, en règle générale, ils vous envoient balader en disant « ouais, mais je sais ce que je fais ». Et donc, on utilise des procédés. Le procédé que j'ai utilisé a très bien fonctionné. Pourquoi, du coup, me prendre plus d'énergie que d'aller lui en parler directement ? La problématique, pourquoi je lui en ai pas parlé directement, mais c'est que je suis tuteur. Et en tant que tuteur, je dois m'occuper de mes jeunes. Donc si je peux pas m'occuper des jeunes et que je suis obligé de m'occuper de cette gendarme, je laisse mes jeunes, je ne les encadre plus. Et donc s'il se passe un pépin, s'il y a un souci, c'est sous ma responsabilité que ça joue. Et donc de fait, je dois aussi me sécuriser sur cela. Et c'est pour ça qu'après, j'en ai parlé à cette gendarme. Non, oui. Attendez, on est en pleine polémique au niveau national sur un certain nombre d'écoles où se passent des choses pas très nettes. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir les mêmes dans le SNU ? Eh bien, c'est une bonne question et je vais essayer d'y répondre de manière plus ou moins concise. Ce que je vous dirais, c'est que effectivement, on a un manque de formation cruelle de par plein de dispositifs et donc le SNU en fait partie. Ce qui est intéressant, c'est que lors des recrutements, il y a un recrutement approfondi. On ne recrute pas n'importe qui au SNU. Donc on a notamment les départements. Donc pour vous dire, à chaque entretien, il y a 3 personnes qui évaluent, qui vous demandent des documents, des dossiers. Et seul bémol, et ce que je reproche un peu, c'est qu'on m'a jamais demandé, par exemple, mon casier judiciaire. Étonnant. Et ça, c'est un des reproches que je ferai, c'est mais comment faire vie commune avec des gens dont on ne connaît pas ce qu'ils ont pu faire par le passé et qui sont adultes, qui sont donc responsables. Ce ne sont pas des jeunes, ce n'est pas des enfants. Et la problématique aussi, c'est l'âge, la promiscuité des âges. Parce que tuteur, on peut le devenir à 18 ans. On s'occupe de jeunes de 15 à 17 ans. Là est le problème. Pour devenir médiateur social en France, normalement, sous la France Médiation, il faut avoir 26 ans. Là, en tant que tuteur, on a 18 ans, on peut l'être. Donc c'est aussi une problématique parce que on a le rapport avec les jeunes, on a le même âge, quoi. C'est des problématiques. Je peux pas forcément vous donner de bonnes solutions et de bonnes idées sur le SNU par rapport à cela, sachant qu'il est défaillant dessus. Racontez-nous un peu quelques anecdotes, des choses qui vous sont arrivées, soyons vivants. Je vous ai raconté donc effectivement une anecdote par rapport à cette gendarme. Je vais vous raconter une autre anecdote qui était très intéressante. En ACM, sachez-le, mais la nourriture cultuelle est interdite. C'est-à-dire qu'un jeune, normalement, ne peut pas manger du halal en ACM. Pourquoi ? Parce que même si l'État garantit le libre exercice du culte, eh bien, elle ne peut pas non plus financer à certains degrés du halal, du kasher et d'autres choses de ce style. D'autant plus que si on donne de la nourriture halal à des jeunes, du kasher à d'autres jeunes, et à d'autres jeunes, on leur donne rien de tout cela, mais de la nourriture lambda, on va dire, eh bien, on fait une différenciation. Comment ça se fait ? Eux, c'est bon, on sait qu'ils sont musulmans. Alors que nous, quand on est encadrant, et l'État ne peut que supposer la religion des individus. Or là, on ne la suppose plus. Là, on leur donne. Et donc, c'est ça aussi la problématique, c'est qu'en ACM, on ne donne pas ça. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'on a eu un jeune, ça a été un des défauts, et bien sûr, il y a toujours des défauts. On a eu un jeune on a eu 2 jeunes, j'ai eu 2 jeunes. D'ailleurs, j'étais tuteur à ce moment-là, j'ai eu 2 jeunes. Ils faisaient le ramadan. Donc il faisait le jeûne.
Donc normalement, avant le SNU, on dit aux familles que le jeûne c'est pas possible parce qu'il y a des activités sportives. Donc ils étaient constamment fatigués, ces jeunes-là. Donc vu qu'ils étaient fatigués, ils comprenaient pas vraiment ce qu'on leur disait et donc ils étaient plutôt hostiles et il y avait un problème d'autorité. Et donc qu'est-ce que j'ai essayé de faire ? J'ai essayé de responsabiliser les jeunes. Donc tout bêtement, on avait un jeune qui s'occupait par exemple du repas et qui devenait une sorte d'agent de plateau. Alors le terme c'est comme ça qu'il se faisait appeler. Et en fait il faisait la gestion avec notamment les personnels de cantine. Il faisait la gestion du repas, du midi et du soir. Ce jeune-là, par exemple, a posé un problème de laïcité aussi à un moment, et au-delà de ça, même de plus ou moins de discrimination et de harcèlement, avec son autre ami qui faisait le ramadan. Pourquoi ? Je vous ai dit qu'il y avait du sport. Son autre ami, à midi, il mange parce qu'il sait qu'il a du sport l'après-midi, et que sinon il va pas tenir, il est trop fatigué. Et là, on a ce jeune qui dit à son ami « Mais attends, tu te fous de moi ?» Bon, j'emploierai pas forcément tous les mots qu'il employait, mais tu te fiches de moi, on fait le ramadan. Là, normalement, tu dois pas manger. Là, tu traites tout le monde d'imbécile, là. Tout le monde en parlant des musulmans. Et du coup, j'ai dû le rectifier en lui disant « Écoute, ta foi, c'est ta foi, la sienne, c'est la sienne. Tu dis, moi, je présuppose peut-être qu'il est musulman, mais s'il veut faire à sa convenance, il le fait comme il veut. » Et du coup, j'ai parlé de faits historiques. Je lui ai dit « Mais tu sais qu'en islam, il y a plein d'obédiences différentes, comme dans le christianisme, comme dans le judaïsme, et comme dans toutes les religions. Peut-être qu'il ne fait pas partie de la tienne, donc laisse-le en paix. » Sur ça, il n'a pas de compte à te rendre. Et donc, de fait, ça a permis d'éviter du harcèlement plus continu. Mais il s'avérait qu'en fait, ça faisait 2 jours qu'il lui prenait la tête. Donc, il y avait quand même un harcèlement qui avait été mis au point. Et quand je l'ai remarqué, j'ai dû lui faire un rappel pour éviter que ça prenne de l'ampleur. Une autre anecdote ? Eh bien, une autre anecdote plus ou moins marrante, ça a été avec un jeune au SNU qui avait le vertige. On allait faire de la Via Ferrata, grimper jusqu'à, je ne sais même plus de combien de mètres, mais bref, on allait grimper sur une montagne, une falaise de montagne, un flanc de montagne. Donc, je l'ai accompagné, j'ai essayé qu'il se dépasse. Alors, je l'ai peut-être poussé par la morale, mais pas en disant « t'es nul si tu le fais pas », mais plutôt dans le sens parce que sa mère, par exemple, savait qu'il avait le vertige et il voulait se montrer différent. Pourquoi il a fait le SNU ? C'est pour montrer à ses parents qu'il était aussi capable de faire des choses. Ça, c'était aussi sa volonté. Et ce jeune, en lui donnant les bonnes clés de raison, il a réussi à se surpasser, à grimper tout le chemin jusqu'à la Via Ferrata, donc jusqu'au flanc de falaise, et il a réussi à se dépasser, il pleurait sur le chemin, mais en même temps, il donnait toute sa force pour y arriver. On a senti que ce jeune, peut-être comprenait ce que c'était un peu, si je puis dire, selon moi, c'est ce qu'est la citoyenneté, c'est se dépasser constamment pour faire chose commune. Mais bien sûr, arrivé à la Via Ferrata, ce jeune a dû arrêter parce que là, on grimpe sur une montagne. Là, je comprends aussi son mal-être, et donc là, on est redescendu. Mais au moins il a fait ce premier palier, il s'est surpassé une première fois. Ça, c'est une anecdote que je peux donner au SNU qui prouve aussi que sa peur, elle est comprise, mais peut-être qu'à certains moments il faut aussi surpasser sa peur, mais au bout d'un moment on comprend aussi très bien et on arrête. Quel est l'avenir du SNU pour vous ? L'avenir du SNU, en tenant compte qu'il y a une guerre sur nos frontières, on parle de remilitarisation, d'intervention directe. Bien, dites-vous que le SNU, même s'il y a le ministère des Armées dedans, n'a pas du tout vocation à faire apprendre à des jeunes à tirer à l'arme, à se battre avec des matraques ou faire quoi que ce soit de militaire. L'objectif, c'est un projet civil et volontaire. C'est ça l'objectif du SNU, c'est de la citoyenneté pure et dure. Ce qui se passe, c'est que dans tous les cas, s'il y a la guerre à nos frontières et que ça se généralise, alors déjà heureusement qu'on est en France, c'est-à-dire qu'on a quand même des outils de dissuasion nucléaire qui empêchent qu'il y ait la mobilisation générale. Je veux dire, si un pays nous attaque, en règle générale, il attaque un gros morceau. Donc on n'a pas besoin de faire en sorte que les jeunes et les moins jeunes puissent prendre les armes. Ça, je pense très fortement que c'est pratiquement impossible. Cependant, ce qui est sûr, c'est que vu les conflits qui se passent, il y a ce qu'on appelle un esprit à avoir sur ces choses-là. Donc, c'est-à-dire, l'engagement, qu'est-ce que c'est ? C'est de se dire, voilà, il y a ces conflits-là. Au niveau environnemental, la guerre, ça coûte très cher. Ça détruit la planète et la planète, tout le monde y habite. Donc, comment on prend les armes contre la guerre ? Comment on prend les armes, entre guillemets, quand je dis prendre les armes, mais comment on prend les armes peut-être de la raison pour venir et se dire que s'il y a des guerres, c'est qu'il y a des conflits entre nous, c'est qu'on ne se comprend pas culturellement, alors que le SNU, même si c'est français, il y a des personnes des îles, des Dromcoms, des personnes de ruralité, de cité, qui apprennent à vivre avec et ensemble. Et malgré les problématiques, par exemple, de terrain, de quartier, eh bien, on a ces jeunes qui puissent enfin
vivre ensemble à ce moment-là, et puissent se dire, bah non, même si j'aime pas ce qu'il dit, là je sais où je vais. Parlons laïcité, le débat. Merci beaucoup Raphaël pour cette première heure d'intervention et on va passer maintenant aux questions-réponses du public. J'avais plein de questions, enfin plusieurs questions que j'ai écrites au fur et à mesure et tu y as répondu au fur et à mesure. Donc je suis très content de tout ce que j'ai appris. J'avais des préjugés avant de savoir ce que c'était au sujet du SNU, mais en même temps, ce qui me reste maintenant, c'est je t'ai entendu dire, alors c'est une question quand même, hein, créer une identité dans la maisonnée. Ça m'a fait frissonner quand j'entends parler d'une identité. J'ai cru comprendre ce que tu voulais dire. Hein. Dans le contexte, c'est clair dans ce que tu dis, mais je ne sais pas si c'est clair partout, d'autant plus qu'on se retrouve avec le ministère des Armées également, donc j'ai des doutes. Concrètement, est-ce qu'il y a des journaux, par exemple, dans les maisons, des livres, de la littérature, des journaux d'actualité politique, etc. Les animateurs que vous êtes, quels sont le genre de cours qui sont donnés, quels sont le genre d'aspects politiques qui sont discutés? Est-ce qu'il y a des moments de discussion donc civiques, mais politiques aussi, etc. Donc j'ai beaucoup de réponses à mes questions, mais il m'en reste encore. Beaucoup de questions. Alors, je vais essayer de... J'ai pris quelques notes. Alors effectivement, moi la première chose, même quand je l'ai dit, ça m'a fait frissonner, mais je sais où je vais. Effectivement, créer une identité dans une maisonnée, ça fait penser un peu au film d'Yvel Lavague. Où effectivement ce film est très très problématique parce qu'on a ce professeur qui crée une identité avec son cours, de plus en plus de gens viennent et ça dépasse les frontières de l'école, ça va jusque dans la ville, ça va jusqu'à créer une sorte de gang et où vous savez ils se lèvent tous et ils font un signe de vague avec la main. Et donc je pense que comme je le répète, la problématique c'est toujours l'encadrement. Qu'est-ce que l'identité ? Comment crée-t-on une identité ? Déjà, il faut concevoir qu'en France, mais comme partout ailleurs, moi par exemple, alors vous ne me voyez pas, sauf pour certains, mais je suis blanc de peau. Bon, et je suis un homme. Ça fait partie de mon identité. Cependant, je ne suis pas que cela. Je suis une personne qui aime plus ou moins certaines couleurs, j'ai un plat favori, et tout cela. Et ça aussi, ça fait partie de mon identité. Quand on crée une identité de maisonnée, il faut concevoir que l'identité maisonnée, c'est tous les individus qui y vivent. C'est pas moi en tant que tuteur qui vais dire l'identité, ce sera l'étanchéité, admettons. Non, l'identité, c'est tous les jeunes, de leur culture, de leur zone, qui puissent à la fois se révolter de temps en temps contre moi, et ça peut arriver, mais au grand bien, ça ne m'est jamais arrivé. Mais en tout cas, on a des jeunes qui peuvent se révolter, peuvent se dire, voilà mon identité de maisonnée, je pense que c'est ça, et donc je fais du lien et je crée ma maisonnée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une utilité à cela, c'est parce que on est face à un public jeune. Et face à un public jeune, je ne sais pas comment vous étiez en tant que jeune, mais moi, je sais que j'avais besoin de sport. La compétition, que ça soit ludique aussi, me permettait de me dépasser. Et je pense que sans compétition, je ne serais pas devenu l'homme que je suis actuellement, où je n'aurais jamais, lors d'un débat de confrontation, je n'aurais jamais pris les devants en disant je vais vous contredire. Mais je serais plutôt resté à ma place. Eh bien moi, cela m'a permis d'avoir cette identité très forte, de pouvoir se dire, quand je me révolte, je veux être compris. Et pour être compris, eh bien, quel est le respect que j'ai envers les institutions et les gens qui me regardent. Pour répondre aussi à autre chose, les journaux, les cours au SNU, alors moi j'ai été tuteur, pas animateur. Les animateurs ont leurs propres cours, ça peut être des cours sur la fresque du climat, comment ça fonctionne. Mais alors là, je ne suis pas spécialisé dedans, donc là je peux rien en dire. Mais par contre, j'ai déjà fait des débats. Un débat qui est une anecdote où je l'ai très très mal pris, ça a été un débat sur... alors qu'est-ce que c'était ? Le féminisme, est-ce une révolution pour les femmes ? J'avais créé ce débat parce qu'au SNU, les tuteurs et les cadres peuvent tenir aussi pendant le temps libre, peuvent proposer des activités. Et donc j'étais le seul qui proposait des débats. Et donc ce débat
n'avait pas plu à la majorité des pôles encadrants, parce que comment un homme peut parler de féminisme ? Eh bien, ils pensaient que j'allais donner mon avis, or moi le débat c'est avec des jeunes que je l'ai. Donc je ne suis que facilitateur du débat. Et donc ces jeunes ont parlé du féminisme, ce qu'ils pensaient, et moi je rectifiais avec des faits historiques. Parce que la meilleure façon d'en parler, selon moi, de sujets comme ça, c'est pas son avis, c'est des faits historiques. Et les faits historiques sont parlants, et qu'on soit de droite, de gauche, chrétien, pastafarien, eh bien je peux vous assurer que vous aurez toutes les preuves du monde devant vous. Voilà. Donc je ne sais pas si je réponds à toutes les questions, il y en avait beaucoup, mais voilà à peu près le... Alors, je voulais réagir également, parce que j'ai pensé au film La Vague également, dans ton intervention, Raphaël. Alors, ce qu'il faut resituer, ce film, ça se passe en Allemagne, c'est un professeur d'histoire-géographie qui doit expliquer le Troisième Reich, comment ça s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, et ces logiques-là de structure qui empêchent de penser et qui vont créer les pires horreurs du XXe siècle à ce niveau-là. Et pour faire apprendre ça à ses élèves, il va simuler en fait une organisation qui se comportent comme les nazis. Et dans la classe, au fur et à mesure, les élèves vont prendre des éléments. Alors, bien sûr, ils ne vont pas faire le signe hitlérien du bras levé à Hitler, ils feront la vague à la place. Ils vont avoir un uniforme, justement. Aussi, voilà, ils vont s'habiller avec des chemises. Ils vont être très différents après cette classe-là par rapport au reste de l'établissement scolaire, puisque, voilà, et puis ça va partir dans les dérives. Donc j'interroge moi la notion de l'uniforme. Est-ce qu'on peut faire concorde universelle sans uniforme ? Me semble-t-il que c'est tout à fait envisageable et possible, et fort heureusement. Par contre, voilà, on a une unité, on va dans une ville pour ramasser les ordures. Ah oui, bravo, c'est génial ce que font les jeunes, tout ça, voilà. On voit l'esprit de corps qui se fait. Si maintenant il y a un ou plusieurs éléments qui font le bazar là-dessus, ça fait l'effet inverse pour la population aussi. Donc finalement, est-ce que cet esprit de corps, il est si positif que ça par l'uniforme, justement en faisant justement perdre quelques aspérités que certains pourraient vouloir avoir en portant tel ou tel vêtement ? Je répondrai par que dans le film La Vague, en fait, on a ce qu'on appelle dans le droit français des dérives sectaires. Et donc effectivement, il n'y a pas de secte en France, hein, à savoir, on a ce qu'on appelle les dérives sectaires. Les dérives sectaires, c'est ce que vous avez aussi potentiellement dans les familles, dans les cultes religieux, les dogmes, mais aussi en politique. Hein. Dites-vous simplement que c'est une pression qui enlève la liberté de conscience de l'individu, ou qui la gangrène. D'accord ? C'est à peu près le but de la dérive sectaire, c'est d'empêcher le libre arbitre des gens. Et donc par exemple des gens qui seraient un peu plus fragiles, des personnes plus âgées, par exemple, face à quelqu'un de beaucoup plus jeune et virulent, eh ben, on aurait tendance à se dire « Oula, là ça peut être compliqué », mais une personne en fauteuil roulant aussi, ou un jeune, par exemple. On a des personnes sensibles. Ce qui se passe effectivement, pour faire un parallèle, c'est que dans La Vague, on a des dérives sectaires. On ne peut pas contredire le chef. Parce que l'idée, c'est de simuler le régime nazi. Or, au SNU, on ne simule pas le régime nazi, parce que les jeunes peuvent se révolter à tout moment, et ont des représentants, et ces représentants vont jusqu'à la cohorte pour dire « Non, là, on trouve qu'il y a des choses qui ne se font pas ». Ils peuvent aussi réussir à gérer et à changer l'emploi du temps. Donc, il n'y a en tout cas nullement dans cette idée d'identité, et comme le montre le SNU de par son expérience de terrain, n'ont pas de dérive sectaire. Sur l'uniforme, là, ça va être des points de vue plus ou... Je pense qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, parce que effectivement, l'esprit de corps, qu'est-ce que c'est ? L'esprit de corps, ça peut être une foule. La foule qui fait quelque chose pour aider des gens qui sont en misère et qui subissent, admettons, des bombardements. Une foule qui vient les aider, qui vient apporter, je ne sais pas moi, du réconfort, de la musique ou quoi que ce soit. Mais on n'a pas que cela. On a par exemple la Croix-Rouge, les pompiers. Ils ont tous un uniforme. On a des militaires qui ont aussi un uniforme. Pourquoi ? Parce que l'esprit de corps, il y a aussi cette image. Quand on a un uniforme, qu'est-ce qu'on dégage ? Moi, j'ai remarqué qu'au SNU, quand les jeunes portaient le uniforme, ils se tenaient un peu plus droit.
Quand les jeunes portaient l'uniforme, ils se sentaient valorisés contrairement aux autres. Est-ce que c'est l'uniforme qui fait cela ? Est-ce que c'est parce que tout le monde se ressemble et ils se disent, en fait, on a nos différences, nos cultures, mais ce qui nous unit, c'est notre lien profond de cohérence. En fait, que lui, il ait des vêtements de marque, qu'il n'ait pas de vêtements de marque ou pas, en fait, ça ne change rien. Donc, je dirais que c'est plus ou moins des visions qui peuvent plus ou moins se contredire. Je pense que le SNU a fait vocation, et d'un point de vue politique, de mettre l'uniforme parce que c'est historique, parce que on se rappelle des propos de Chirac où justement il mentionnait ce nouveau service national qui n'était pas le SNU. Et au-delà de ça, on a aussi, est-ce que c'est le passif de la France avec son histoire, le cadre militaire, l'institution, parce qu'on a aussi l'éducation nationale qui portait l'uniforme quand on était plus jeune. Enfin, quand on était. Moi, j'y étais pas à ce moment-là. Mais en tout cas, quand d'autres personnes y étaient plus jeunes. Mais ça se passe aussi dans des établissements privés. Donc voilà, c'est peut-être ce questionnement-là aussi à avoir. Hein. C'est peut-être aussi historique sur le territoire. Alors, juste qu'il faut savoir sur Jacques Chirac, c'est lui qui a aboli le service national universel obligatoire. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Donc on voit d'autres résurgences. Oui, au début de votre intervention, j'ai compris, c'est peut-être pas ça, j'ai compris que dans égalité, liberté, fraternité, le concept égalité avait posé problème et continuait de poser problème. Moi, l'armée, 1970, j'ai été appelé. S'il y avait des tas de problèmes, il me semblait que le côté égalité entre les jeunes, justement, c'était au moins on n'avait pas ce problème-là. Un copain d'une famille pauvre est parti à Tahiti. Moi, je me suis retrouvé en Allemagne. Il y avait des Marseillais qui se retrouvaient à Bourg. Enfin, bon, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, 2025, le concept d'égalité dans le SNU pose problème ? Je crois que je n'ai pas été assez clair. En fait, il n'y a pas de problème dans l'égalité, parce que le SNU favorise l'égalité. Hein. C'est justement le lien. Le problème, c'est que s'il était obligatoire que sur un territoire. La problématique, c'est que le SNU, il a une volonté de représenter tout le territoire français. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le ministère, on a le ministère de l'égalité des chances, hein, le ministère aussi d'Outre-mer. C'est pour permettre à ce que ça ne soit pas que sur le territoire national, mais aussi des DROMCOM. Et donc, de fait, là où se posait problème, c'est que si on rendait obligatoire le SNU, à ce moment-là, sur un territoire donné, et pas sur l'ensemble des territoires, parce que sur l'ensemble des territoires, enfin si c'était sur un territoire donné, qui seront les jeunes qui auraient le droit au SNU ? Est-ce que d'autres jeunes ne pourraient pas avoir le SNU ? Est-ce que des jeunes des DROMCOM ne pourraient pas avoir le SNU aussi ? Et donc c'était ça le problématique. La problématique n'est pas le SNU qui ne favorise pas l'égalité, c'est plutôt s'il était obligatoire, mais que sur une partie donnée du territoire. Qui pourrait y avoir accès au SNU ? Et là, ça serait du trier à la volée, ça ne serait pas une égalité de traitement. Tous les jeunes ne pourraient pas venir forcément. Je ne sais pas si ça répond à vos questions, ou en tout cas, qu'est-ce que cela suscite ? Non, ça ne répond pas. Si je reprends 1970, des jeunes venaient de partout, obligatoire sur tout le territoire. Mais ce que j'ai dit, c'est que ce n'est pas sur tout le territoire. Si c'était obligatoire sur un territoire... En fait, pour comprendre, c'est que le SNU, il a cette volonté d'être obligatoire, sachez-le. Hein. C'est Emmanuel Macron qui l'a dit dans sa proposition du service national universel. Ça ne se passera pas pour l'instant, peut-être que ça se passera dans le futur, mais il y avait aussi une question de le faire sur un territoire. Quand je dis un territoire, c'est par exemple dans la Creuse. Là, on aurait un SNU, un seul SNU qui se passerait dans la Creuse, et que sur tout ce territoire de la Creuse, il serait obligatoire. Alors que sur les autres territoires, il ne serait pas obligatoire. Et donc, qui seront les jeunes de la Creuse qui auront ce SNU obligatoire ? Et est-ce que tous les jeunes qui sont en dehors puissent venir dans ces territoires-là ? Sachez que le SNU, quand on a des jeunes qui viennent par exemple de Paris, peuvent se retrouver en Haute-Savoie. Donc, c'est compliqué de se dire que s'il n'est pas généralisé, on ne peut pas le rendre obligatoire. Il y avait aussi une petite différence peut-être avec le service national universel de l'époque, puisque le service national était uniquement masculin. Et là, il me semble qu'il est mixte. Est-ce qu'on voit vraiment la mixité dans le SNU ? Eh bien, effectivement, le SNU est mixte. Est-ce qu'il est mixte à 50% de quota ? Ça, c'est peut-être encore autre chose. Mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, tous les SNU que j'ai faits, je pense qu'à mon avis, ça se rapproche quand même des 50%. On a beaucoup de filles, on a beaucoup d'hommes. Je pense que oui, c'est la volonté aussi d'égalité de traitement, égalité de droit. Tout le monde peut avoir le droit au SNU du moment qu'on a entre 15 et 17 ans. On a même des jeunes... Alors,
je pense que c'est pas le terme, j'allais dire jeunes sous main de justice, mais en tout cas on a même des jeunes qui ont eu des problèmes avec la justice et la justice les a envoyés au SNU pour qu'ils fassent des stages de citoyenneté pendant 2 semaines en disant écoute, c'est compliqué, va au SNU et on va voir ce qui se passera après. Mais si tu fais le SNU, c'est déjà une bonne démarche pour ta réinsertion. Alors bonjour Raphaël, en fait j'aurais 2 questions. La première, après le séjour, il me semble avoir vu qu'il y avait une mission obligatoire d'intérêt général de 84 heures. Vous pouvez me confirmer que c'est vrai ? Dans ce cas, ça impose aux jeunes de faire auprès d'associations de services de l'État, de services de santé, etc. Donc le jeune doit faire 84 heures obligatoires après ce séjour. Doit-on y voir une manipulation pour faire travailler des jeunes gratuitement, pour aller au manquement de personnel dans les domaines de crise ? Et ma deuxième question et ma deuxième remarque, en fait, c'est que il semblerait qu'en 2019, lors de la commémoration de l'appel du 18 juin à Évreux, des jeunes volontaires sont restés debout en plein soleil avec 29 degrés. Il y a eu donc une trentaine de jeunes qui ont eu une insolation. Le phénomène s'est répété en 2023 avec la même commémoration, mais cette fois-ci à Montélan, où les jeunes sont restés en plein soleil. Et là, il y a eu 13 jeunes qui ont eu un malaise. Alors ma question, c'est est-ce que la SNU ne met pas à mal les droits de l'homme et les libertés fondamentales ? Pour répondre à la première, en fait, les missions d'intérêt la mission d'intérêt général, elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire, par contre, elle est très recommandée. Alors, peut-être que ça a changé depuis, mais des informations que j'ai, c'est que les jeunes, une fois qu'ils ont fait leur MIG, on ne peut pas les obliger à participer à cela. Cependant, il faut concevoir en fait d'autres phénomènes. Les 84 heures, c'est quand on va au SNU, vu que c'est du volontariat, que ce n'est pas obligatoire, eh bien, on s'engage dans un dispositif. Ce dispositif vous dit que concrètement, il y a 84 heures après à faire dans, par exemple, des associations. On peut s'engager en JSP, enfin bref, faire des choses de l'engagement citoyen. Et donc, de fait, vu que le SNU n'est pas obligatoire, ça suppute que les jeunes qui y vont n'ont pas d'obligation et donc ils y sont allés de plein gré. La problématique de faire travailler des jeunes gratuitement, je pense que là, c'est même le problématique des services, enfin de plein d'autres services selon moi, mais je pourrais même parler des services civiques qui sont souvent peu chers et tout cela. C'est à quel moment on dit que faire travailler des jeunes, c'est bien, c'est mal. Est-ce que quand les jeunes le font d'eux-mêmes, parce que le SNU n'est pas obligatoire, fait que ces jeunes-là, quand ils s'engagent, ils sont en pleine capacité et en plein moyen de le faire. Mais là où serait le souci, c'est si le SNU était obligatoire. Parce que si le SNU serait obligatoire, là, la problématique de faire travailler des jeunes, vous auriez totalement d'accord, vous seriez totalement en droit de vous insurger, et je pense que tout le monde s'insurgerait pour dire que, attendez, le SNU, c'est pas que 15 jours, c'est 84 heures après. Et après, où ça va ? Est-ce que ces jeunes vont travailler, vont avoir du travail forcé ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Et s'ils ne travaillent pas, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'ils sont sanctionnés ? Est-ce que c'est les parents qui seront sanctionnés ? Donc c'est pour ça que la première question, vu que le SNU n'est pas obligatoire, je ne me vois pas forcément rentrer dans ce sujet parce que c'est du volontariat. Pour répondre à la deuxième question, alors effectivement, le 18 juin 2019, on a les jeunes de Pontoise notamment, il y en a une vingtaine, il y en a même une dizaine qui sont tombés dans les pommes. Une trentaine d'associations, une dizaine qui sont tombés dans les pommes. En 2023, à Rebelote, il y a des jeunes qui n'ont pas qui ont souffert du climat et le fait de rester debout, aussi c'est en statut fixe, forcément. Par exemple, quand on fait une levée des couleurs, les jeunes se mettent, c'est pas un garde à vous, parce qu'ils ne sont pas militaires, mais ils se montrent en position digne. Donc au début du séjour, on dit qu'est-ce qu'une position digne. Et par exemple, c'est les mains soit le long du corps, ou soit c'est les bras croisés dans le dos pour redresser un peu le buste. Voilà, ça peut être ça une position digne. Et effectivement, il se passe cette problématique où là, ça échappe à peu près à tout le monde. Enfin, ça échappe. On pourrait se dire que non, parce que est-ce qu'on doit laisser des jeunes tenir 1 heure ou pas ? Alors, rassurez-vous, ils ne tiennent pas 1 heure. C'est pas 1 heure. Mais il se peut que quand il fasse très chaud, je vais reprendre une anecdote tout à l'heure. J'ai eu une anecdote où on ravivait la flamme du soldat inconnu à Paris. Et on a eu une jeune il faisait chaud en plus ce jour-là, c'était il y a 2 ans,
C'était en juillet et la jeune, elle est tombée. Alors elle est tombée, avec elle il y avait aussi une porte-drapeau qui est tombée. Les deux ne supportaient pas en fait avec la chaleur, le fait de rester debout, on avait marché longtemps. Comment on peut éviter ça ? Est-ce qu'il faudrait que chaque jeune ait une gourde avec lui ? Normalement c'est le cas. Est-ce qu'il faudrait empêcher que les jeunes puissent venir à ces instances-là si particulières où tout le monde nous regarde ? Je vous avoue que je n'ai pas forcément de réponse toute faite. Voire moi, si je devais répondre pour moi, je vous dirais que oui, pour moi, s'il reste plus de 20 minutes, au moins on devrait s'assurer du maintien et de la sécurité de ces jeunes-là. S'ils tombent dans les pommes, comment on fait ? Comment on leur propose une sécurité ? Je pense que c'est des questions sur lesquelles le gouvernement et même les dispositifs SNU sont tout le temps enjoints parce que c'est anecdotique. Alors, c'est une trentaine d'individus tout de même. En 2019 et en 2023, ça représente pas mal d'individus. Mais sur les 32 000, par exemple, de 2022, ça représente une poignée. Et en fait, en tant que tel, en tant que masse, c'est très peu. Ça ne sous-entend pas qu'il faut les invisibiliser, mais ça sous-entend que peut-être que le SNU peut encore mieux faire pour réduire ce nombre petit à petit. Mais bon, j'ai pas de réponse toute faite sur ce sujet. Oui, moi je voudrais réintervenir. Moi, il y a 1,9 milliard de budget sur le SNU et pas 1 euro sur la formation des personnels qui encadrent des jeunes. On n'est plus à l'époque de la, j'allais dire, de la guerre des boutons. On est au 21e siècle, en 2025, avec des jeunes qui sont capables de prendre une tronçonneuse et d'aller dans la rue tronçonner une caméra de surveillance. Et on n'a personne de formé. Alors, je suis formateur, donc, mais ça me révolte. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'au-delà d'être formé à long terme, en règle générale, déjà, il faut le savoir qu'au SNU, tout de même, les personnes ont le BAFA, en règle générale. Alors, ça manque de bol, le seul intervenant qui vient en parler n'a pas le BAFA. Mais effectivement, les gens du SNU, je crois qu'il y a un pourcentage, c'est 60% des encadrants qui sont recrutés au SNU, doivent avoir le BAFA. Il y en a qui outrepassent les filets, mais parce qu'ils ont aussi des parcours de vie particuliers. Des parcours de vie associatifs. Moi, je suis formateur je suis formateur par exemple VRL, Valeurs République Laïcité, ce qui fait qu'au niveau du département, ils se sont dit bon, c'est pas non plus le mec qui a fait le BAFA, lui il connaît, il sait ce que c'est la neutralité et il sait ce que c'est la laïcité. Donc, et en plus, il est formateur Valeurs République Laïcité, donc de fait, voilà. Je pense que c'est toujours des parcours de vie, mais rassurez-vous, tout de même, les encadrants du SNU, le gros du dispositif a tout de même des diplômes pour, en tout cas, l'animation. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que durant la première semaine d'intégration, l'État fait en sorte de faire venir des intervenants aussi pour nous. Donc, par exemple, on aura des formateurs VRL qui vont venir pour sensibiliser, parce que ça ne forme pas. Parce que c'est 2 heures à 5 heures de laïcité sur une semaine. Donc, c'est très peu. Mais ils vont sensibiliser la laïcité, sensibiliser aux droits des jeunes en ACM, sensibiliser à, par exemple, les premiers secours. Et durant le séjour du SNU, on a aussi des pompiers qui viennent et les jeunes peuvent passer leur diplôme du premier secours. D'ailleurs, pour revenir aussi à une précédente question, sachez que les jeunes, une fois qu'ils ont fait le SNU, actuellement, il y a eu la carotte. Pour dire que, regardez, vous pouvez être volontaire et si vous faites les 84 heures, l'État peut vous aider à financer votre permis de conduire ou le BAFA. Et donc ça a été aussi, entre guillemets, la carotte, mais que je trouve plutôt juteuse parce que ça permet à ce que les jeunes puissent se dire, voilà, c'est pas obligatoire, mais si je le fais, je me sens pas juste vu et oui, c'est bon, une tape dans le dos. Je me sens aussi, en faisant ça, l'État reconnaît ce que je fais et me propose de me financer, de m'aider. Alors on pourrait se poser la question en se disant oui mais du coup est-ce que c'est du travail dissimulé ? Bon là c'est 2 aspects je pense politiques qui se différencient, mais moi ce que je dirais c'est que l'État en tout cas reconnaît maintenant l'effort que font les jeunes et savent que 84 heures ce n'est pas rien non plus. Alors notre petit Jean-Cri griffonne depuis le début de cette émission, voyons un peu près ces réalisations. Oui, effectivement, cette histoire de service national universel, c'est un vrai sujet parce que comment on recrée la cohésion nationale sans revenir dans les vieux poncifs du service militaire que certains d'entre nous ont connu. Comment, d'un côté, on autorise l'émancipation, mais en même temps, jusqu'où, comment. Enfin, voilà, c'est intéressant de voir comment on sépare un peu tout ça. J'ai entendu un moment que le service national universel permettait de passer le BAFA, éventuellement. Alors, j'ai dessiné un jeune garçon, puisque c'est des jeunes qui passent le BAFA, qui
qui se fait gronder par manifestement la personne qui l'encadre et qui lui dit non, on ne fait pas ça, et il répond c'est pourtant pratique. Et il y a 3 enfants qui sont ligotés et bâillonnés à côté. Alors je pense pas que ce soit dans les cours du BAFA ou peut-être dans la leçon numéro 1 en cas extrême, je ne sais pas. Un autre dessin aussi là, c'était j'ai beaucoup entendu que c'était de favoriser les rencontres. Alors favoriser les rencontres, il y a favoriser les rencontres et puis qui avec qui aussi quoi. Et donc là j'ai dessiné 2 bourgeois, voilà, et 2 punks. Et donc 2 punks dans un coin qui les regardent comme ça et qui leur disent « Mais qu'est-ce que tu veux ?» Et l'autre, il répond « Marie-Chantal, on s'engage ?» Puisqu'effectivement, on les rencontre et on s'engage. Et puis le dernier, puisque là, on parlait de l'exercice du culte, c'était un peu le sujet quand même de l'émission aussi, hein. Donc SNU et laïcité permettent l'exercice du culte, puisque c'était le cas qui était présenté tout à l'heure. Et là donc il y a un pastafarien, notre pastafarien, parce que ça, c'est toujours un bon sujet, le pastafarien, qui est avec sa passoire sur la tête, qui arrive avec son plat de pâtes en disant « Est-ce que vous avez de la sauce tomate ?» Voilà. Merci. Eh bien écoutez, alors je connais un peu le personnage et j'aime ce côté caustique. Et ce que je puis dire en tout cas, et ce que j'ai peut-être un peu oublié de mentionner, mais oui, les jeunes ont effectivement, dans le règlement intérieur du SNU, ne peuvent pas avoir le signe de signe cultuel, mais ils peuvent l'avoir si, par exemple, ils sont dans la salle de prière. Ils peuvent prier. On leur a mis en place cela pour qu'ils puissent au moins avoir leur liberté de conscience aussi respectée, mais bien sûr à certains horaires. Je prends un exemple tout bête. Il y a une jurisprudence d'ailleurs qui s'est passée où on avait des jeunes qui priaient dans la chambre. Donc ils étaient 4, 3 priaient, et il y en a le 4e, il n'était pas religieux. Ou du moins, en tout cas, il avait une autre obédience. Et donc, ce fait, vers les coups de 23h, il sortait de la chambre, les 3 priaient, et lui, il sortait. Et du coup, on a dû intervenir. Quand je dis on, en tout cas, c'est le SNU qui a dû intervenir en disant que non, c'était pas normal et que les jeunes n'avaient pas prié dans les chambres. Les parents se sont révoltés, c'est allé très haut. Et il y a une jurisprudence qui a été faite en disant que non, ils respectaient le principe de laïcité, mais et qu'en plus, ça avait été dit aux familles en disant qu'attention, normalement, les jeunes ne sont pas priés dans les chambres, ne sont pas censés prier dans les chambres. Il y aura potentiellement, s'ils le souhaitent, à la demande, une salle sur demande, une salle cultuelle, par exemple. Et donc, de fait, ces jeunes, ils ont été interdits de prier dans leur chambre parce que ça mettait en danger aussi la liberté individuelle du 4e, qui ne pouvait pas aller se coucher et qui, à 23h, était obligé de sortir à cause de la religion de ses autres camarades. Je savais que ça existait, le SNU, mais franchement, je n'imaginais pas que ça posait autant de problèmes, finalement. Qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes, pourquoi, etc. Et je me demandais s'il y avait des textes qui avaient d'abord bien fixé les objectifs, bien fixé qu'est-ce qu'on fait dans ces séances, enfin je sais pas, ces périodes, disons, etc. Et comment on recrute, et comment on forme, etc., etc. Il y a 1000 problèmes qui sont posés. Est-ce qu'il y a des références ? Est-ce que quand vous entrez dans ce système, vous avez au moins un volume de références suffisant pour au moins vous situer ? Question très intéressante et d'autant plus pertinente. Alors, un texte sur lequel je pense que toutes les personnes du SNU doivent pouvoir se pencher, c'est... alors je crois qu'il n'est plus à jour, mais bon, tout de même, il était à jour en 2022. Le Vademecum du 9 décembre 2020, donc mis à jour en mars 2022, ça s'appelle « Laïcité et expression de convictions de nature politique, philosophique et religieuse en accueil collectif de mineurs à caractère éducatif ». Donc là, vous avez à peu près toutes les clauses qui vous parlent de laïcité et d'ACM. Le SNU étant un ACM, ça permet à ce que toutes les réponses sont majoritairement dans ce Vademecum. On a un règlement intérieur sur lequel on peut se poser, qu'on apprend. Et effectivement, le SNU, c'est pas juste allez, on va faire le SNU, tout le monde en avant. Il y a aussi une réglementation, un programme. Dans ce programme, il y a du sport, l'écologie, l'engagement, par exemple, l'éducation. Donc, j'aurais pas d'autres références là comme ça de tête, je suis désolé. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il suffit juste d'aller sur le site du gouvernement et de regarder ce que c'est le SNU et vous verrez tous les rapports qui sont faits.
c'est quand même un sujet très sérieux parce que le SNU est un dispositif que l'État met en avant. Donc de fait, il est très décrié pour plus ou moins des bonnes raisons, hein. Et à la fois, du coup, il est mis en avant pour dire que, regardez, il est peut-être décrié, mais il y a aussi de très très bonnes choses qui se passent au SNU. Maintenant, c'est le moment d'avancer ensemble et de construire un SNU qui serait de meilleure qualité l'année prochaine, l'année d'après. Donc ce que je peux dire, en tout cas, c'est que tout ce qui est programme sont sur le site du gouvernement, et donc gouv.fr. Ce que je peux vous dire, voilà, c'est qu'on a une sensibilisation, ça c'est sûr, à tout ce qui va être laïcité, par exemple, mais aussi gestes du premier secours, voilà, d'encadrement des jeunes. Et comme je vous ai cité le Vademecum du 9 décembre 2020, mis à jour en mars 2022, voilà, qui explique très bien les différents soucis, des cas de jurisprudence, des cas concrets, et comment on réagit face à cela. Est-ce qu'il y a un corps d'inspection ? Je sais qu'il y a un corps d'inspection, de fait, parce que on a des personnes qui travaillent avec le ministère des Armées, par exemple, et de l'Éducation nationale, qui viennent de temps en temps voir ce qui se passe. Vous avez aussi des chefs d'établissement. Des chefs d'établissement de l'école, de collège, enfin de lycée plutôt, à cet âge-là, qui viennent pour inspecter un peu ce qui se passe. Et si tout va bien avec, dans le cadre de la, comment on appelle ça, l'éducation nationale et du cadre juridique. Donc je sais qu'il y a quelques inspections. Est-ce qu'ils sont tous inspectés de fond en comble et comment ça se passe ? Je pense que c'est à retravailler. Si ça ne venait que de moi, ce que je vous dirais, c'est que je pense que le SNU doit mieux encadrer et former, ne pas sensibiliser ses personnels. Et surtout, et ça me paraît cohérent, qu'on demande un casier judiciaire. Ça, pour moi, ça me paraît obligatoire. Et voire même la troisième demande que je ferai au SNU, c'est de contrôler. Alors, la problématique du contrôle, c'est que pour plein de gens, ça passe comme un état policier qui contrôle les gens. Mais sauf que là, on encadre des jeunes. Et donc, si on encadre des jeunes, pour moi, on doit être formé à encadrer des jeunes. Gérer des jeunes, ça ne s'improvise pas. Et combien de fois, et je peux vous le dire, hein, par mes expériences au SNU, combien de fois j'ai vu aussi des collègues jouer de leurs droits. Combien de fois j'ai dû leur expliquer, attention, il ne faut pas faire ça. Et combien de fois il y en a beaucoup qui se sont remis à leur place. Mais parce qu'ils n'étaient pas au courant. Et donc, c'est ça le fondement, je pense, aussi du SNU, enfin, qui devrait être un des fondements, c'est certes de faire pousser l'engagement chez les jeunes, mais c'est peut-être aussi de se dire que le pôle encadrement, il doit aussi s'engager lui-même dans la voie de gérer des jeunes. Et ça, je pense que c'est pas encore d'actualité, ou du moins, c'est en voie d'actualité. Je vous dis en voie parce que maintenant, les sensibilisations qu'on fait durant cette semaine d'intégration sont beaucoup plus fortes. Donc ça se voit qu'il y a quand même une réponse du gouvernement. Et puis, d'autant plus, excusez-moi, j'ai oublié de dire quelque chose d'important, mais c'est que le département m'a aussi envoyé un mail il n'y a pas si longtemps pour me former à la santé mentale chez les jeunes. Donc on voit que le gouvernement veut former aussi ses encadrants. Et vu que, alors est-ce que c'est parce que je suis cadre ? Quand j'étais tuteur, on ne m'a pas proposé, mais je sais que là, cette année, on a proposé des rencontres à ce que les intervenants et les encadrants du SNU puissent être formés sur des sujets. Donc on voit quand même que l'État a compris aussi de ses erreurs, et petit à petit fait en sorte que le SNU soit quelque chose de plus concret. Alors, je crois que ce qui est intéressant dans ton profil à toi, Raphaël, c'est que tu es un formateur valeurs de la République et laïcité, tu l'as dit, et c'est peut-être été une chance justement pour tes collègues qui n'avaient peut-être pas toute l'expertise nécessaire sur la laïcité quand tu es arrivé. À quel moment ça t'a été utile ? Est-ce que ça Alors, tu as montré que ça a été utile parfois par des manières stratégiques intéressantes pendant les séjours. Est-ce que ça a été utile avant les séjours ? Est-ce qu'il y a des temps de préparation avant les séjours ? Est-ce que de fait, le fait que tu sois toi formé là-dessus, tes collègues se sont appuyés sur toi, sur ces compétences ? Je vais répondre par la dernière. Non. Alors, dites-vous que oui, des collègues se sont reposés sur moi. Pourquoi ? Parce que alors j'ai de la chance. Et peut-être que de temps en temps, ça ne se passe pas comme ça le voudrait. Parce que on a des personnes au sein des institutions, hein, le SNU a aussi un dispositif, donc voilà, où on a peut-être des chefs de centre qui se sentent, qui se disent ils n'ont pas besoin d'aide, ou même des chefs de centre adjoints. Cependant, la chance que j'ai, moi, comparé à tous les SNU et des mauvais côtés du SNU, c'est que moi, je ne vois pratiquement que les positifs. Je remercierai ma chef de centre Vanessa, elle se reconnaîtra, qui s'est toujours engagée chez les jeunes, qui maîtrise l'écoute active parfaitement, qui, quand les jeunes s'offusquent, elle les écoute et elle essaye de changer pour que les jeunes comprennent qu'on est avec eux.
qu'on est ensemble et que c'est pas parce que nous on a plus de 18 ans et que il y a des droits qu'on n'a pas pareil et qu'on est forcément différents, alors que non, on fait société ensemble et que eux c'est la jeunesse, c'est le futur. Ce que je dirais, c'est que à certains moments, j'ai vu par exemple des collègues à moi, alors ça m'a... En fait, c'est très très compliqué de se positionner parce qu'à ce moment-là, je suis tuteur, je suis pas formateur. C'est compliqué parce que j'ai déjà vu des tutrices porter une croix. Je leur ai fait le lien, mais je n'ai pas de posture d'autorité face à cela. Et donc c'est compliqué quand l'autorité, les personnes au-dessus, donc les cadres, à ce moment-là, ne réagissent pas non plus. Et qui disent, la laïcité, c'est un truc de droite. J'ai déjà entendu ça. Donc pour vous dire que le souci qu'il y a, comme je l'ai dit, c'est qu'ils sont sensibilisés, mais ils ne sont pas formés à la laïcité. C'est ça le principal souci. Une anecdote que je n'aime pas beaucoup, je me suis déjà fait appeler laïcard en laïcité. On m'a insulté de laïcard parce que une de mes collègues voulait porter une comment on appelle ça, une robe islamique. Donc c'était une robe islamique, hein, c'était pas simplement une robe, elle la portait pour aller prier, elle la portait pour des heures particulières et après elle changeait d'habit. Donc faisceau d'indices, on voit bien que cet objet est cultuel à ce moment-là. Et avec les jeunes, montrer cela, c'est une problématique, c'est montrer sa conviction religieuse. Or, elle est censée être neutre. Ce n'est pas censé arriver chez les jeunes, ça. C'est pas les jeunes qui doivent voir ça. Et encore moins les collègues en soi. Et du coup, ma chef de centre m'a posé la question, et moi je lui ai répondu. Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de souci à porter une robe, et même de changer plusieurs fois de tenue par jour. Mais, attention, si cette robe a déjà une connotation religieuse, on peut se dire, c'est pas le cas. Mais si cette robe, elle la porte à certaines heures, si cette robe, c'est dans une zone particulière, et qu'on ne doit pas la voir, et tout cela, eh bien, faisceau d'indices, ça montre que cette robe, elle a des soucis. Et donc, de fait, elle n'a pas à y être parce que c'est exprimer la religion de l'individu. Et elle, c'est une encadrante, elle est censée être neutre, il n'y a pas vocation à cela. Eh bien, le chef adjoint m'a entendu, et il m'a insulté de laïcard, et que je faisais de la discrimination. Pour vous dire, c'était compliqué, quand on parle de ce sujet-là, et qu'on a des gens qui ne s'y connaissent pas, et qui sont au-delà d'être formés, qui sont plutôt... qui ont une déformation de la laïcité, et qui ont en plus une problématique politique. Parce que ça, je ne vous le fais pas dire, mais la personne qui m'a dit ça, elle avait un courant de pensée politique très fort, et elle le faisait comprendre à tout le monde. Donc, c'est compliqué d'avoir de la nuance et de la neutralité quand les gens ne jouent pas le jeu. Et donc c'est pour ça, je le redis, mais c'est reformer vos encadrants. En fait, faites en sorte, surtout sur la laïcité et la liberté de conscience, parce que je pense qu'on est ici pour en parler, et c'est le sujet, et c'est ce principe qui est indéniable, c'est un principe qui est universaliste, qui tend à viser le monde. On a partout dans le monde, on a des groupes humains qui s'offusquent des dérives sur la liberté de conscience des individus. Je penserai à une seule personne, Leila Mustafa, qui est décédée à 35 ans, il n'y a pas si longtemps, qui était la commère de Raqqa en Syrie, et qui s'est battue pour la laïcité. Et donc on voit que c'est à travers le monde, c'est pas simplement. Et la laïcité, pour les agents, en tout cas en France, cela dit, c'est la neutralité, et c'est ne pas corrompre la liberté de conscience des jeunes par les personnes qui représentent l'autorité. Parce que, quoi qu'on le dise, un tuteur représente une autorité. C'est pas simplement un animateur. Tu évoquais à un moment donné qu'il y avait une demande d'avoir une salle de prière pour les jeunes qui voulaient... parce qu'effectivement, pourquoi ils ont le droit à une liberté religieuse particulière et que l'État doit leur mettre à disposition, c'est parce qu'il y a privation de liberté. Voilà, comme ça pourrait être le cas dans une prison, dans un hôpital, une caserne et autres, un internat. C'est parce qu'il y a privation de liberté que l'État doit pouvoir permettre la liberté religieuse des participants et de ses usagers à ce moment-là. Mais alors, si des jeunes demandent ça pendant le séjour et que ça n'a pas été anticipé, qu'il n'y a pas de salle, comment on fait ? Ça a été anticipé à chaque fois là-dessus ? Vous avez eu des réunions de préparation ? Est-ce qu'on t'a demandé à toi, qu'est-ce qu'on fait si on a cette demande-là ? Ou est-ce que toi, tu as dit, si on a cette demande-là, comment on l'anticipe ? Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça mises en place ? Même si on ne peut pas anticiper toutes les demandes à connotation religieuse. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est privation de liberté. Donc de fait, vu qu'il y a une privation de liberté pour ces jeunes, l'État doit garantir leur liberté. La salle cultuelle, la salle sur demande, c'est comme ça souvent qu'on l'appelle, pour faire une référence à Harry Potter, ça plaît aux jeunes souvent.
On ne leur dit pas qu'il y en a une. C'est-à-dire qu'en fait, initialement, on en parle déjà durant la semaine d'intégration parce qu'on présuppose que des jeunes vont nous demander une salle de prière. Mais si nous arrivons le jour J devant les jeunes en disant il y a une salle de prière, elle est là, il pourrait y avoir une problématique en disant mais comment ça se fait que c'est le SNU qui dit allez prier? Parce que concrètement, ça serait le message qui pourrait en ressortir. Elle est jeune, allez prier, la salle de prière, elle est là. Or, cette salle, c'est une salle sur demande. C'est si les jeunes en font la demande qu'elle est là. Pourquoi ? Parce que cette salle, elle n'est pas non plus sans surveillance. C'est une salle, vu qu'elle reçoit du monde, est-ce qu'elle doit être individuelle ou plurielle ? Parce qu'admettons, vous avez 2 chrétiens qui y vont. Mais vous en avez un qui est de l'église romaine et l'autre il est protestant. Il est même calvinisme. Allez. Bon, l'histoire a montré que ça s'est tué plus d'une fois, mais de 2, ils n'ont pas la même notion pour prier ensemble. Pareil pour des musulmans. Si on a des sunnites et des druzes, par exemple, c'est pas du tout les mêmes conceptions philosophiques et religieuses. Et donc, s'ils prient ensemble, est-ce que certains accepteraient, et ça je vous le donne dans le mille, c'est arrivé, hein. Et d'ailleurs, j'ai fait une remontrance à ma direction, où on avait des jeunes filles et des jeunes hommes musulmans. Ils priaient pas, elles pouvaient pas aller prier. Pourquoi ? Parce que les hommes priaient en bas, les femmes priaient en haut. Donc elles ne pouvaient pas prier soit au même moment, ou alors si c'était au même moment, il fallait les séparer. Et eux-mêmes se faisaient scission, hein, c'est même pas l'encadrant. Mais l'encadrant a accepté cela. Et donc le souci de se dire, c'est est-ce qu'une salle cultuelle, ça devrait être individuel ? Pour léser personne. Elle est ouverte de cette heure-là, les gens rentrent de manière individuelle, tu fais ta chose pendant 5 minutes, tu pries, et après tu repars. Et ça permet, tout le monde ne pourrait pas y avoir accès, c'est ça en fait qui est compliqué. Mais il y a aussi autre chose, c'est le bon déroulement du service. Vous acceptez une salle cultuelle. Donc pendant la semaine d'intégration, sachez qu'on en parle tout le temps, hein. En tout cas sur tous les SNU que j'ai fait, on en a parlé. Eh bien, il faut quand même se poser la question de se dire que si les jeunes la demandent, il faut la mettre en place. Mais il faut que tout soit là pour le bon déroulement du service. Si on met cette salle-là, à quelle heure elle sera là ? Est-ce qu'il y aura une surveillance ? Est-ce que les jeunes, on pourrait être capable de savoir où ils sont ? Est-ce qu'elle est en dehors ou dans le centre ? Est-ce que, par exemple, je prends un exemple tout bête, on a des jeunes qui nous ont demandé pour aller prier à l'église, parce que c'était le jour saint ou un jour saint chez les chrétiens. Eh bien, la direction est revenue me voir, parce que, sachez-le, mais moi j'ai dit à ma direction que j'étais formateur VRL, donc je suis passé pour le référent laïcité. Donc on me posait quelques questions. Donc il y a eu un impact. Et moi je leur ai dit que c'était pas possible. Parce que vous allez prendre un véhicule de fonction, vous allez aller à l'église, vous allez avoir 4-5 jeunes, soit. Donc déjà, il y a une personne en moins, une personne qui s'il y a une crise, il manquera une personne. En plus, vous enlevez un véhicule de fonction, et 5 jeunes, littéralement, ne font pas le SNU, ne font pas le dispositif, et vont faire autre chose. Alors que normalement, prier, c'est sur le temps libre. Donc de fait, on voit qu'il y a plein de résurgences qui font que ça ne se passera pas avec le SNU sur ces questions-là. Mais au-delà de ça, rappelons que le ministère des Cultes en 2012 ou 2013, le bureau du ministère des Cultes avait recensé à peu près 4000 formes religieuses en France, entre 3000 et 4000. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, et si parmi les 157 jeunes, il y en a 100 qui sont de culture et de cultes différents, vous faites comment ? Allez, on a 100 voitures et 100 intervenants. Non, c'est impossible. Donc de fait, il faut aussi être cohérent. Et c'est une question qui se pose, hein. Ça c'est vraiment une question qui se pose sur la salle. Est-ce qu'on doit accueillir plusieurs personnes ou pas ? Mais je vous le dis, sur tous les SNU que j'ai fait, c'est anecdotique. Il n'y en a pas 40 qui demandent une salle. Donc dès qu'il y en a une dizaine, déjà si c'était individuel, c'est pas grand-chose. Et ils peuvent y aller le soir ou le matin. La problématique, c'est quand ils y vont à plusieurs. Par exemple, je vous le prends dans le mille, mais des musulmans, des jeunes musulmans, eh bien, ils ne prient pas tous pareil. Parce qu'on peut avoir des sunnites, ce qui correspond à 80% des musulmans du monde, mais il peut y avoir aussi d'autres obédiences de l'islam. Et la problématique, c'est aussi l'égalité de traitement. On ne peut pas se dire du SNU, on ne peut pas se dire liberté, égalité, fraternité, si dans une salle, on fait de la discrimination de genre. Enfin, moi, ça me paraît un peu aberrant, voilà, de sexe. Je finirai dessus. Oui, c'est juste une question pratique. Ces jeunes de 15 à 17 ans,
Ils sortent de leur école pendant ces 15 jours. Ils viennent qu'au moment de Pâques, Noël, jour de l'an, ou les grandes vacances. Comment ça se passe ? Alors, dites-vous que... Alors déjà, il y a des bus qui sont apprêtés pour les emmener. Donc c'est pas individuel. Alors il y a des chances que ça peut être individuel, mais c'est très minime et c'est pour des soucis soit de santé, des problèmes familiaux. Donc ils viennent tous en bus. Il y a les volontaires qui sont majoritairement pendant les vacances scolaires et les classes engagées. Là c'est des classes engagées, ce n'est pas pendant les périodes scolaires. C'est pendant la période scolaire, c'est pas pendant les vacances. Mais attention, l'engagement qu'ils font pendant 2 semaines, c'est pas des vacances. Parce qu'à la fin de l'école, tous ceux que j'ai vus qui étaient en classe engagée avaient tout un programme à faire après leur séjour au SNU. Donc les classes engagées, c'est aussi montrer qu'est-ce que le SNU les aura apporté, comment ils peuvent le mettre en pratique à l'école. Et parce que la question que moi ça me laisse supposer, celle-ci, c'est de me dire ah oui mais donc ils vont un peu en vacances et les autres ils travaillent et nous on se la coule douce. Et le SNU, vu que c'est pas des vacances, qu'il y a un cadre, qu'il y a de l'esprit critique, qu'il y a une possibilité à ce que ces jeunes puissent se révolter, cela montre je vais aller plus haut que ma pensée, je vais aller plus loin en disant que c'est peut-être ça, l'esprit citoyen. Actuellement, le souci de l'école, souvent, en ayant travaillé là-bas, c'est souvent qu'on travaille avec des futurs travailleurs, on forme des futurs travailleurs. Or, on se souvient que trop peu, que l'école de la République comme elle est actuellement, c'est peut-être aussi la formation des citoyens. Et je pense que le SNU reprend cette image. De temps en temps, ça se passe pas bien, de temps en temps, ça se passe bien, mais reprend cette image de création de citoyens et de comment un citoyen est censé vivre dans la société en s'engageant. Bonjour Raphaël, ravi de te revoir. Nous avons cheminé un petit bout de temps ensemble, justement sur cette thématique. Voilà. Je suis ravie pour toi que tu aies pu trouver ton chemin professionnel. Après, moi, je voudrais, pour avoir travaillé dans l'institution, je ne parle pas de l'associatif, nous, on avait énormément de mesures pour les jeunes, dont les TIGE, les travaux d'intérêt général. Et là, souvent, c'était par décision de justice. Donc nous, on avait justement cette mission, dans le cas de l'aide sociale à l'enfance, qui n'était pas toujours très, très aisée. Parce qu'il y avait des mesures quand même assez drastiques, etc., etc. Et donc, moi, je suis très dubitative sur le service civique. C'est une journée, je crois. Tu donnes une journée ou les 84 heures. Vraiment, je suis très, très dubitative. Comme monsieur l'avait soulevé tout à l'heure, il y a une génération de gens qui faisaient leur service militaire, qui soient célibataires ou même pères de famille. Et c'était 16 mois. Voire 18 mois obligatoires. Donc je ne sais pas. Moi, j'étais formée à la VRL, ça c'est sûr, mais je reste quand même, j'ai beaucoup de mal à me dégager en fait de mon ancienne fonction, pour entendre beaucoup de témoignages de jeunes, de personnes d'âge divers. Ça me paraît quand même un peu léger comme dispositif. Je vais revenir, alors c'est pas service civique, c'est mission d'intérêt général. C'est la MIGE. Et c'est 84 heures, c'est après les 12 jours. Donc après, voilà, à eux de s'engager ou pas. Et s'ils le font, l'État pourrait leur finir le SNU. En fait, voilà, à savoir, le SNU, c'est sur 2 phases. Première phase, semaine de cohésion, les 2 semaines. Deuxième phase, c'est ça. S'ils ne font pas la deuxième phase, leur SNU ne sera pas validé. Ils n'auront validé que la première phase. Ah oui, forcément. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement les tiges c'est intéressant ou pas forcément. Moi je me rappelle que quand je travaillais avec l'éducation nationale, j'avais mentionné à un jeune qui manquait de respect à tout le monde qu'il devrait pendant une semaine aller au restaurant du cœur et servir des repas. Bon, ça n'a jamais été maintenu et du coup il a été exclu 3 jours. Je pense qu'il a été puni et pas sanctionné. Il n'a pas compris et il n'a rien compris d'ailleurs quand il est revenu. De par ses attitudes, bref, c'était compliqué. Je pense que les tiges ont plus ou moins cette problématique de savoir quand est-ce qu'on les fait et est-ce que l'école, le collège et les lycées, enfin en tout cas l'éducation nationale, est prête à mettre des tiges réelles à des jeunes. Ça c'est encore un autre sujet. Ce que je dirais, c'est que vous avez mentionné que vous aviez beaucoup de mal, mais que vous êtes formatrice, enfin vous avez été sensibilisée ou formée
à la VRL. Et c'est ça qui est intéressant. Vous n'avez pas dit « c'est impossible pour moi ». Vous avez dit « j'ai beaucoup de mal ». Ça veut dire que vous y réfléchissez quand même et qu'il y a quand même cette notion de se dire que est-ce que ces dispositifs de 84 heures, c'est léger ? Est-ce que le SNU, c'est léger ? Est-ce que c'est pas aussi un pas pour permettre à plus de civisme chez les individus ? Je pense que comme l'État et comme à peu près tout citoyen, on ne fait que de se poser des questions et on peut revenir sur nos a priori. Chose que je fais aussi. Et donc je ne sais pas si c'est quelque chose de léger. Par contre, je sais que c'est les 2 premiers pas pour peut-être plus de citoyenneté. Eh ben, merci beaucoup Raphaël, je pense qu'il mérite des applaudissements. Merci beaucoup à Alain, notre intervieweur. Merci beaucoup à Jean Cry, notre caricaturiste artiviste. Merci Agnès et Sébastien qui sont aux manettes derrière à tout organiser pour que cette émission puisse avoir lieu. Et puis, c'était la dernière émission de la saison. On va se retrouver après la pause d'été, bien sûr, et on se retrouvera le jeudi 4 septembre 2025. Et cette fois, on va traiter laïcité et handicap. Et on aura Magali Crochard qui viendra nous parler de ce sujet. Voilà, en attendant, bonne écoute et à très bientôt. Cette émission est maintenant terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.